La neurologue me dit écoutez, si vous continuez comme ça, on va se voir tout le temps. Donc ce que je vous conseille, c'est de changer de vie. Il m'a dit ok, donc vous voulez créer une boîte pour lutter contre l'errance post-diagnostique ? Je suis là ouais, c'est exactement ça. Il me dit ok, on veut investir 50 000 euros. Je suis oui, mais moi je veux pas. Vous avez créé la boîte avec combien d'argent ? C'est quoi le capital social ? Et je disais 1 000 euros. Il disait vous croyez pas beaucoup à votre projet. En fait, Mapato, on a vraiment vocation à lutter contre l'inégalité d'accès à l'information. 60 000 utilisateurs. Dans le monde de la e-santé, c'est énorme. Salut Axel. Salut François. Comment ça va ? Très bien. Je suis super content de t'accueillir dans le podcast. Franchement, on va parler de pas mal de choses hyper intéressantes. Pour te présenter un peu rapidement, tu es la cofondatrice et CEO de Mapato, donc la boîte à outils collaborative de ma pathologie. Exactement. Tous les épisodes, je commence sur le parcours. Et la première question, c'est est-ce que tu as toujours voulu devenir entrepreneur ? Alors, pas du tout. Moi, j'ai aucun entrepreneur autour de moi. Je connaissais pas du tout le monde de l'entreprise et du chef d'entreprise. J'ai un parcours très classique où j'ai fait mon lycée et puis je savais pas quoi faire. Donc, une prof m'a dit d'aller en prépa. Je ne connaissais pas du tout, donc je suis allée en prépa. Et puis, école de commerce. Donc rien à voir. C'est globalement mon parcours médical qui a fait que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et au final, j'y suis restée et je suis très bien. Mais donc, non, pour répondre à ta question, pas du tout au départ. Ok. Et dans quel environnement tu as grandi justement ? Parce que c'est toujours important aussi de voir dans les environnements dans lesquels grandissent les entrepreneurs aussi. Alors, je pense que c'est assez particulier. Moi, je viens d'un milieu ouvrier. J'ai grandi dans une ZEP, j'ai fait toutes mes études en ZEP. Mon père était contremaître donc, à l'usine et ma mère secrétaire. Donc du coup, passé la seconde, ils m'ont dit très rapidement qu'ils ne pouvaient plus m'aider au niveau de mes cours. Donc j'allais devoir me débrouiller toute seule. J'avais personne autour de moi qui avait fait des études supérieures. Donc voilà. Donc je viens d'un environnement très modeste. Où globalement mes parents m'ont toujours soutenue mais ils ne savaient pas trop où je mettais les pieds quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et qu'est-ce que tu as fait du coup avant d'entreprendre, donc après tes études ? Alors en fait la difficulté de l'école de commerce c'est qu'on n'avait pas d'argent pour la payer. Donc très rapidement, en fait moi je travaille depuis que j'ai 16 ans. J'ai fait plein de petits boulots. La petite anecdote, c'est que quand j'ai passé un entretien pour justement un apprentissage pour payer mon école de commerce, j'étais en train de distribuer des journaux à la gare de Rouen sous la pluie. Et en fait, donc c'est L'Oréal qui m'a appelée et le DRH qui me demande si j'étais disponible. Et j'avais tellement peur de lui dire non que j'ai fait l'entretien en anglais sur le parvis de la gare en train de distribuer des journaux. Et en fait, ça a fonctionné parce qu'après, ils m'ont pris. Donc voilà, donc j'ai fait 1 an d'école de commerce. Après, je suis rentrée, j'ai travaillé 2 ans chez L'Oréal. Ensuite, j'avais un niveau mais pourri en anglais. Je pense que c'est assez significatif du milieu dans lequel j'ai évolué parce que en lycée de ZEP, déjà tu parles français, t'es content. Alors l'anglais, c'est un plus, mais globalement, c'est pas très utile. Et donc je suis arrivée en prépa, j'avais des notes catastrophiques. Je me sentais super mal par rapport à ça. Je pense que le niveau d'anglais, c'est vraiment un truc qui fait la différence au niveau social. Donc, après 2 ans chez L'Oréal, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'aille à l'étranger pour récupérer un petit peu ce niveau. Et je suis partie en Chine. Donc, j'ai fait un VIE pendant 2 ans pour Carrefour, où je travaillais en tant qu'RH sur une dizaine de pays. Donc, je voyageais énormément. J'ai appris à mieux parler anglais. Et puis, en fait, ils m'ont proposé un poste à l'issue des 2 ans pour aller vivre à Hong Kong. Et j'ai eu des soucis de santé. En fait, avant de partir en Chine, je m'étais fait opérer. On m'avait diagnostiqué l'endométriose. Le médecin m'avait dit, c'est bon, allez-y, vous êtes tranquille. Et puis, j'ai eu des fortes douleurs au bout d'une année. Et là, les médecins m'ont dit, revenez en France. Il faut qu'on regarde, il faut que vous ayez un suivi plus proche. Donc, en fait, ça a complètement changé mes plans de vie. Je suis rentrée en France, j'ai trouvé un job. Et je me suis installée à Dijon.
où j'ai travaillé pour Urgo, les pansements. C'était pas forcément un choix, c'est que mon mec de l'époque avait aussi une opportunité à Dijon. À Dijon, il n'y a que Urgo, en fait. Donc du coup, j'ai postulé là-bas, j'ai été prise et c'est comme ça que je suis rentrée dans le milieu de la santé. Ce qui était pas un choix parce que quand on est confronté soi-même à des pathologies, vivre ça à titre professionnel, j'avais pas trop envie, mais je l'ai fait quand même. Et du coup, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et j'étais globalement la DRH de la plus grosse filiale du groupe à 27 ans. Ouais. Et au fur et à mesure, le directeur général, qui est vraiment un mentor pour moi, m'a donné de plus en plus d'opportunités d'aller au-delà de la fonction RH. Donc beaucoup plus business, beaucoup plus organisationnel. Et j'ai adoré ça. Et je me suis dit qu'il fallait que je change parce que j'avais fait le tour un petit peu de la fonction RH, qu'à un moment, j'étais obligée de faire des licenciements et que ça ne m'allait pas du tout, que j'étais complètement désalignée entre mon corps, mon cœur et ma tête. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je fasse autre chose, quelque chose qui avait plus de sens, dans lequel j'allais avoir vraiment les mains de A à Z. J'avais pas 30 ans. Et donc, je me suis dit, j'ai pas d'enfant, j'ai pas 30 ans, j'ai pas de prêt IMO, j'ai pas un salaire de dingue avec des charges folles. Donc, si je veux entreprendre, c'est maintenant. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Ouais, alors, j'aime bien décortiquer les expériences. Donc, on va revenir au début de tes expériences, même si c'est hyper intéressant ce que tu m'as raconté. Du coup, ta première expérience, tu l'as fait en Chine. Ouais. Comment tu as vécu cette différence de culture, justement en passant de la France à la Chine, parce qu'il y a forcément des différences de culture, d'état d'esprit. Comment est-ce que tu as vécu justement cette première année en fait? C'était hyper dur. Je me souviens, je suis arrivée en Chine l'été, il faisait 40 degrés, il y avait une odeur horrible. C'était hyper bruyant, les gens crachaient dans la rue, crachaient dans le taxi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Faut que je reparte, c'est pas possible. J'ai fait un très mauvais choix. Donc vraiment le début, la nourriture très compliquée. Je connaissais, moi j'avais, à part quelques voyages, j'avais pas vraiment mis les pieds à l'étranger. Et là je me retrouvais confrontée à une culture complètement différente. Et en fait, ce qui m'a aidée, c'est que Carrefour est quand même très colonialiste dans sa façon de voir les choses à l'étranger. Et il y avait plein de Français. Donc tous les directeurs étaient français. Et il y avait plein de VIE. Donc tout de suite, quand je suis partie travailler, j'ai retrouvé des Français et c'est eux aussi qui m'ont aidé à avoir ce choc des cultures à l'extérieur du boulot, mais au sein du travail, de m'aider dans cette démarche. Mais c'est vrai que moi, je suis partie. Quand je me rends compte 10 ans plus tard, j'ai fait des grosses erreurs. Donc, quand je suis arrivée, il fallait que je fasse un plan de formation pour un nouvel outil qui était mis à disposition par Carrefour. Et en fait, il fallait que je crée des faux profils. Et moi, la cruche, j'ai créé, parce que j'étais en Chine, le profil Bruce Lee. Et je me rends compte, en fait, c'est comme si, tu vois, t'avais un Chinois qui venait pour former des Français et qui créait le profil Jean Dujardin, quoi. Enfin, l'espèce de gros cliché. Un peu cliché, voilà. Je me suis dit, non, mais avec le recul, je me dis, mais c'est complètement débile. Mais du coup, j'ai eu cette confrontation des cultures versus la Chine. Et très rapidement, je me suis dit, il faut que j'apprenne le chinois parce que je ne peux pas faire grand-chose. En fait, quand tu ne parles pas chinois, tu ne prends pas le taxi, tu n'achètes rien. Voilà. Donc, je me suis rapidement motivée pour apprendre le chinois, pour vivre sur place. Et après, j'étais confrontée à... Au niveau du travail, c'était un monde complètement différent. Parce que moi, je sortais de L'Oréal avec une démarche très entrepreneuriale où les gens se dépassent, où globalement tout le monde prend le lead, etc. Enfin, c'est un super bon niveau de travail. Et je suis arrivée en Chine où globalement, là-bas, si tu n'expliques pas la tâche de A à Z, les choses ne seront pas faites. Et quand tu demandes à ton équipe, est-ce que ça a été fait, ils vont te dire oui, alors que ce n'est pas forcément le cas. Parce qu'il y a toute une démarche de je veux garder la tête haute, je suis fière, etc. Et je ne veux pas dire à mon boss que je n'ai pas compris. Et en fait, plein de fois, j'ai fait des erreurs en me disant c'est bon, il m'a dit que c'était bon. Alors que globalement, juste avant de rendre le dossier, je me suis rendu compte que ça ne l'était pas du tout, mais juste qu'il ne me l'avait pas dit. Donc, c'est une façon de penser différente, une façon de manager différente. Et moi, j'étais confrontée, donc je vivais en Chine, mais je travaillais avec une dizaine de pays. Donc, je travaillais avec le Brésil, avec Hong Kong, le Cambodge, le Bangladesh, l'Inde.
Et en fait, ma position de jeune femme était assez compliquée parce que quand j'avais des interactions avec des Bangladeshis, ils me voyaient débarquer. Enfin, voilà, il fallait montrer que je connaissais mon sujet et que j'étais aussi compétente qu'un homme bangladeshi de 50 ans. Mais au départ, c'était quand même assez compliqué. Donc voilà. Donc j'ai été confrontée à la culture chinoise à titre perso et pro, mais également à d'autres cultures. Donc moi, j'étais baignée dans le choc culturel. J'imagine que c'était super formateur. Et c'était sur une durée d'1 an, c'est ça ? 2 ans. Ouais, je suis restée 2 ans. Hyper formateur. En fait, je me rendais pas compte de la culture française avant de la quitter. Et là-bas, je me disais, mais en fait, on a des mœurs vraiment particulières. Nous, on se mouche dans des mouchoirs. Eux, ils se mouchent en raclant la gorge. Enfin, des trucs tout bêtes. Ils adorent, pour eux, le must. Enfin, pour eux, c'est un peu cliché, mais pour beaucoup de Chinois, d'aller manger dans un centre commercial, c'est le top de la sortie du week-end. Nous, on trouve que c'est hyper cheap. On préfère aller dans les petits restos, dans les petits restos sympas, dans les quartiers piétons. Voilà. Enfin, c'était plein de choses comme ça où je me suis rendu compte de comment je vivais et de la culture française et de ce que j'aimais dans cette culture. Donc ça, c'était hyper riche. Donc j'ai beaucoup appris au fur et à mesure. Et après, tu rentres en France, du coup ? Ouais. Alors, pour des raisons médicales ? Ouais, comment exactement. Est-ce que tu vis ça, en fait, le fait d'apprendre justement par rapport à l'endométriose, de dire, OK, je suis obligée de retourner en France En fait, c'était un super choc parce que ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu... En fait, on m'a diagnostiqué l'endométriose quand je travaillais chez L'Oréal. J'ai eu super mal au ventre un jour. J'ai fait un malaise dans les toilettes. Et en fait, j'avais mon téléphone parce que je revenais de ma pause déj. J'envoie un message à mes collègues en disant « Je suis dans les toilettes, je ne peux plus me lever ». Et ils sont venus, ils ont appelé les pompiers. Et les pompiers m'ont emmenée à l'hôpital. Et ils pensaient que c'était l'appendicite, tellement c'était une crise aiguë. Et au final, après un examen, ils ont vu que non, c'était pas ça et que c'était autre chose. Donc j'ai creusé et j'ai trouvé l'endométriose. Et en fait, je me posais pas de questions. J'avais mon chirurgien qui me disait on va opérer, après vous allez être tranquille. Donc je me fais opérer. J'ai mis très longtemps à me remettre de cette opération. Alors je suis assez combative et j'ai eu vraiment mal. Donc je me suis dit c'est bon, je l'ai fait. Maintenant je suis tranquille, je peux partir vivre en Chine. Et en fait que ces douleurs reviennent, ça a été hyper dur à vivre. En plus aussi loin de chez moi. Donc j'ai été dans un hôpital là-bas parce que j'avais très mal. On m'a fait un examen et en fait c'était horrible parce que pendant une échographie, il y avait une dizaine de personnes autour de moi. Et ils m'ont dit oh là là, c'est horrible, vous en avez partout, c'est comme un cancer, il faut absolument tout enlever. Enfin, ils ont employé des termes hyper durs. Et en fait, c'est la culture chinoise. C'est que les Chinois, et c'est comme ça dans beaucoup de pays, c'est qu'on va vous expliquer le pire. Comme ça, on ne pourra pas vous reprocher d'avoir loupé des choses. Aucune pincette, quoi. Voilà, aucune pincette, mais du coup, aucun risque sur le fait d'avoir sous-estimé quelque chose. Donc voilà, quand je suis toute seule, entourée de... On ne parle pas ma langue, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Et globalement, on est en train de m'expliquer que j'ai l'équivalent d'un cancer et qu'il faut tout enlever. Je pleurais, mais c'était... je pleurais à chaudes larmes. Heureusement, j'avais une amie qui travaillait dans cet hôpital, qui était sage-femme en vacation là-bas, et qui m'a dit « Non mais Axel, prends ton temps, calme-toi, surtout tu ne te fais pas opérer ici. C'est des bouchées, donc non, t'es suivi en France, tu appelles ton chirurgien, vois avec lui. » Et en fait, le chirurgien m'a dit « Écoutez, revenez tout de suite, quoi. » Donc j'ai fait un premier aller-retour. Là, il m'a dit écoutez, j'ai rarement vu ça, mais votre opération a servi à rien. Votre cas est pire qu'avant l'opération. Donc globalement, vous allez avoir beaucoup de difficultés à avoir des enfants. Donc si c'est votre projet, je vous conseille de revenir en France, d'avoir un suivi en France et de ne pas continuer à vivre aussi loin. Donc du coup, ça a tout chamboulé. Moi, je me voyais déjà vivre à Hong Kong. J'avais déjà cherché des appartes. J'avais limite négocié mon salaire. Enfin, tout était organisé. Et là, du jour au lendemain, on me dit non, faut revenir en France. Faut que vous pensiez à avoir des enfants. Et donc du coup, à l'époque, pour pouvoir se lancer dans une démarche de PMA, il fallait être marié ou au moins paxé. Et donc du coup, ça voulait dire rentrer, trouver un nouveau job, trouver un logement. Changement de vie complet, quoi. Ouais, changement de vie complet et se marier pour justement pouvoir se lancer en PMA. Donc du coup, ça a été Big Bang dans ma tête. J'ai dû quitter tous mes amis en Chine.
revenir m'installer en France, organiser un mariage, trouver un logement, trouver un poste. Donc, je t'avoue que les 6 premiers mois ont été hyper compliqués. Puis après, voilà, je m'y suis faite, mais c'est autant le choc de l'annonce de la maladie était compliqué, mais j'étais bien entourée en France. Autant cette partie-là où j'étais seule à l'autre bout du monde et que globalement, on déconstruisait l'image que je m'avais fait de ma carrière était hyper compliquée. Oui, puisque toi, ton objectif, c'était de faire carrière à l'étranger, potentiellement, c'est ça? Ouais, en fait, j'adorais vivre à l'étranger. Et j'ai un peu retrouvé ça aujourd'hui chez Mapato dans l'organisation qu'on a mis en place. On en parlera, ouais. Mais ouais, moi, je voulais vivre à l'étranger. Je voulais voyager de pays en pays. En plus, Carrefour me le permettait parce qu'ils ont plein d'entités partout. Donc, techniquement, j'aurais pu avoir une carrière à l'étranger, ne jamais avoir à rentrer en France. Et globalement, bah non, on m'a dit non, que mon état de santé ne le permettait pas, quoi. Ok. Et ensuite, tu rejoins Urgo, du coup. Ouais, exactement. Tes premiers pas dans la santé. Ouais. Comment ça se passe, cette expérience? Qu'est-ce que tu retiens de ça? Bah écoute, c'était c'est très formateur parce que ça me sert beaucoup aujourd'hui chez Mapato et je pense que je me serais pas lancée dans une start-up en santé si j'étais pas passée par Urgo. Parce que Urgo, moi j'étais dans la division hospitalière, donc tous les produits pour les grands brûlés, les escarres, enfin vraiment les plaies complexes. Et j'ai appris tout le milieu de la santé. Là, comment ça se passe au niveau juridique, quelles sont les relations avec les patients, qu'il y avait des associations de patients. Enfin, je débarquais dans le monde plus organisé de la santé et ça m'a vraiment intéressée. Il y avait plein de thématiques et de savoir qu'il y avait des patients à la fin qui bénéficiaient des produits, c'était hyper intéressant. Donc ça m'a... Franchement, j'ai adoré. Après, j'étais un peu confrontée dans mon entourage, quand je disais que je travaillais pour l'industrie pharmaceutique, voilà, j'ai eu des retours un peu véhéments en me disant que c'était les grands méchants, etc. Alors que je leur disais, bah non, mais sans l'industrie pharmaceutique, on n'aurait pas de traitement. Donc voilà, effectivement, ils font du profit. Effectivement, voilà, on peut remettre certaines perspectives en question. Mais au-delà, c'est quand même des labos qui investissent des millions d'euros pour des traitements. Peut-être qu'ils se gavent après en termes de marge, ça c'est un autre sujet, mais au moins ces traitements existent car ils sont là. Donc je me suis un peu fightée quand je travaillais chez Urgo par rapport à ma famille, mais bon après ça s'est bien passé. Ok, super intéressant. Et ensuite, qu'est-ce qui t'amène à créer Mapato? On est en 2018, je crois. Ouais, alors on est en 2017. 2017, le début. Ouais, en fait, le truc, c'est que quand je travaillais chez Urgo, donc moi, je rentre en France parce que j'ai l'endométriose. Et du coup, j'avais pour objectif de suivre davantage mes pathologies et d'avoir un suivi médical. Et en fait, je suis pris dans le tourbillon de mon poste, un gros poste, beaucoup de responsabilités, je m'éclate et tout. Et en fait, je fais complètement abstraction de mes maladies. J'étais en déplacement plus de la moitié du temps, j'étais dans des trains, etc. Et en fait, globalement, mes pathologies, elles se sont développées, ça s'est empiré jusqu'à l'été 2017 où je fais un énorme malaise en revenant de vacances. Et en fait, je suis emmenée, j'arrive à l'aéroport de Genève et j'arrive pas à sortir de l'avion. Je fais un énorme malaise, ils viennent me chercher dans l'avion, j'étais couchée, j'avais un mal de tête incroyable, je tremblais et tout. Les urgences viennent me chercher, ils m'emmènent au CHU de Genève et là, en fait, ils pensent que j'ai fait un AVC. Donc je fais un IRM, etc. Je reste la nuit sur place et il y a 5 neurologues qui viennent me voir au petit matin et qui me disent écoutez, on pensait que vous aviez fait un AVC mais on ne trouve pas de traces de cet AVC sur votre IRM. Par contre, c'est sûr et certain, vous êtes atteint d'un type de migraine spécifique qui s'appelle les migraines avec aura. Il faut absolument que vous ayez un suivi neurologique. Donc du coup, voilà, ça a fait encore une remise en question, ouais, de se dire ok. Gros choc en me disant surtout le côté AVC, j'avais 29 ans. Ouais. 28, 29. Tu t'attends pas à avoir ça à cet âge-là en fait. Ah ouais, gros choc, je me suis dit mais et en plus j'étais sonnée. Je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'emmène à cet état, le truc voilà, ça m'a carrément chamboulée. Je reviens en France, je prends rendez-vous chez le neurologue et en fait, elle me dit oui, effectivement,
c'est un type de migraine spécifique, vous avez 4 fois plus de risques de faire un AVC. Je lui dis, mais comment je peux adapter mon mode de vie ? Elle m'a dit, en fait, globalement, déjà, les déplacements, les journées à rallonge, voilà, la fatigue, le stress, c'est très mauvais. Donc, du coup, il faut que vous puissiez vous adapter, ralentir le rythme, etc. Et en fait, j'étais incapable de le faire. Et mes migraines revenaient de plus en plus jusqu'à fin 2017 où la neurologue me dit écoutez, si vous continuez comme ça, on va se voir tout le temps. Donc ce que je vous conseille, c'est de changer de vie. Et en fait, je suis sortie de là, j'ai appelé mon mec, j'ai appelé ma famille, je dis alors là, tenez-vous bien, j'ai quand même la neurologue qui me dit de changer de vie. Et puis ça veut dire quoi, changer de vie? Puis elle se prend pour qui globalement, elle est gentille, mais voilà. Et en fait, j'en ai pas du tout, j'en ai fait complètement abstraction. Je me suis dit, elle est complètement sonnée, c'est pas grave, je vais pas l'écouter. Et en fait, mon état de santé s'est dégradé. J'étais angoissée, fatiguée, migraine sur migraine. J'avais plus de force jusqu'à ce qu'un jour, en fait, j'arrive plus à aller bosser, quoi. Et je me réveille un matin, j'avais le cœur lourd, épuisée. Et je me suis dit en fait qu'elle avait raison et que c'était une bombe à retardement, que globalement, moi, en fait, quand j'avais des rendez-vous médicaux, je prenais des jours de vacances pour y aller. Je voulais absolument pas dire que j'étais malade. Une fois, c'est sorti que, je l'avais dit à mon boss, qu'il l'a dit à une autre personne, et j'ai le DRH Monde qui m'appelle et qui me parle de ma pathologie. J'étais super mal à l'aise. Et en fait, je me suis dit que, on ne pouvait pas continuer comme ça, en fait. Et donc, grosse remise en question. Et je me suis dit, c'est peut-être l'entreprise qui n'est pas faite pour moi. Voilà, donc je commence à regarder d'autres offres, toujours dans la sphère RH. Et ça ne m'intéressait pas du tout. Et je me suis dit, mais en fait, le truc, c'est que si je reprends un poste RH, je vais retomber dans ce travers. Je vais repartir à fond parce que moi, je suis quelqu'un qui vit les choses à fond. Et surtout en sachant que potentiellement, ma vie peut s'arrêter du jour au lendemain. Autant te dire que voilà, tu profites d'autant plus. Exactement. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment de faire différemment. De toute façon, tu n'as pas l'énergie pour retomber dans un job. Il n'y a rien qui t'intéresse. Donc là, j'ai postulé à un master en entrepreneuriat à Centrale ESSEC, en double diplôme. Et je me suis dit, de toute façon, je tente le tout pour le tout. Peu probable que je sois prise. Donc, je passe l'entretien. Et pendant l'entretien, le prof me dit, le directeur du master, me dit, mais c'est quoi votre projet entrepreneurial ? Et je lui dis, écoutez, moi, si je dois monter une boîte un jour, c'est vraiment pour aider les malades. Parce que je suis confrontée à ça tous les jours et il y a plein de choses qui ne vont pas. Et globalement, moi, je sais que je serai confrontée au système de santé pendant les 40 prochaines années. Et le système tel qu'il est fait aujourd'hui ne me convient pas. Il y a une errance avant le diagnostic, il y a une errance après. On galère à trouver des médecins. Et donc, je veux vraiment aider, passer 2 ans de ma vie à aider les autres et à essayer de comprendre comment on pourrait faire différemment. Il m'a dit, ok, donc vous voulez créer une boîte pour lutter contre l'errance post-diagnostic ? Je suis là, ouais, c'est exactement ça. Et en fait, j'ai été prise. Et c'est comme ça que j'ai tout quitté. J'ai quitté Urgo et me voilà sur les bancs de l'école et à monter ma patho pendant 1 an en mode projet d'études. J'y travaillais 3 jours par semaine. Et puis, je ne sais pas si je continue, mais après... Bien sûr, on va continuer, c'est super intéressant. Comment tu as fait justement là, effectivement, tu as l'idée. Ouais. Et est-ce qu'au tout départ, tu dis ça va être une plateforme, ça va être une application ? Comment tu visualises en fait c'est quoi ta vision à ce moment-là du projet en fait ? Alors, je me suis dit qu'il fallait que je crée une espèce d'annuaire où je demande aux associations de patients et aux patients de venir recommander leurs médecins. Donc, soit je vais chercher l'info sur les réseaux parce qu'il y a énormément d'infos qui s'échangent, soit je demande aux associations de patients. Donc, j'avais déjà cette idée d'un annuaire en accès libre par pathologie. Moi, mon idée, c'était moteur de recherche par pathologie avec des médecins recommandés derrière, où on est sûr que tous les médecins connaissent la pathologie dont on parle. Mais en fait, la difficulté, c'est que je me suis dit, si je ne vais pas voir tout de suite le ministère de la Santé et les ordres professionnels, donc l'ordre des médecins, je risque à un moment de devoir arrêter cette activité parce qu'elle est illégale. Aujourd'hui, ça paraît bête parce qu'il y a plein de Google Avis, les fiches Doctolib sont hyper remplies. Sauf qu'il y a 3 ans, c'était interdit pour les médecins de faire de la publicité. C'était très réglementé. Moi, j'avais plein d'histoires de start-up en e-santé qui s'étaient fait bâcher par l'ordre des médecins et stopper du jour au lendemain.
Et je me suis dit, je veux absolument pas vivre ça, de donner un espoir à des patients, moi de me lancer à titre perso dans un projet si c'est pour arrêter. Donc en parallèle, donc j'ai trouvé un cofondateur, donc Pierre-Emmanuel, qui a accepté de me donner un coup de main. Donc Pierre-Emmanuel que j'avais rencontré, c'était mon voisin du dessus en Chine, et il est directeur artistique, directeur de créa, et je lui dis, écoute, j'ai besoin de toi pour tout ce qui est charte graphique, logo, parce qu'il faut créer un univers, etc. Donc il a dit OK. Qu'il allait y passer du temps avec moi, donc trop bien. Et en parallèle, il fallait que je trouve des contacts parce que moi, je viens pas du monde de la santé, j'ai pas d'entrepreneur, j'ai pas de médecin autour de moi, j'ai pas du tout de réseau. Et là, globalement, je suis en train de me dire, il faut que j'aille taper au plus haut au plus haut de la pyramide, que j'aille rencontrer ces personnes-là et qu'elles m'aident. Donc j'ai passé beaucoup de temps j'ai fait plein de rencontres. J'ai toutes les opportunités. Dès qu'on me proposait, va voir telle personne, j'y allais. Et puis après de cette personne, ça, voilà. Et j'ai réussi à aller au ministère et à présenter l'idée en disant voilà, donc j'ai cette idée, etc. Je veux faire comme ça, comme ça, comme ça. Ils m'ont dit ok, bravo. Nous, on ne pourra jamais le faire parce que ça vient des patients. Donc, si vous y arrivez, voilà, c'est super. Ils m'ont mis en relation. J'ai trouvé une autre personne qui m'a mis en relation avec l'ordre des médecins. Donc, je me retrouve devant le délégué à l'ordre des médecins en lui expliquant écoutez, moi, je trouve que le système est mal fait et que quand on cherche un médecin, quand on connaît déjà sa pathologie, c'est la galère. Donc, voici ce que je veux mettre en place. Il me dit mais vous attendez quoi de moi ? Je dis juste que vous me disiez si c'est bon ou pas, quoi. Si vous allez me mettre des bâtons dans les roues. Il me dit ok, la façon dont vous le faites, ça me va. Je suis d'accord, vous avez mon go, quoi. Donc là, c'était Yalla. Le Graal. Le Graal. Voilà. Donc ça, c'est 6 mois des premiers Mapato. Bon, en parallèle, j'ai quand même mes cours. Hein. Oui. J'ai mes cours en parallèle et en fait, à la fin de l'année scolaire, j'ai donc du coup l'ESSEC. L'incubateur de l'ESSEC, le directeur qui vient me voir et qui me dit écoute, j'aimerais que tu passes en comité d'investissement. Et je lui dis oula, attends, moi c'est ouais, ok, c'est un projet, mais je veux pas de fonds d'invest. Enfin, je pensais même pas à la question du business model. Je me disais de toute façon, moi j'ai mon chômage pendant 2 ans, je vais faire ça voilà, petit à petit. J'avais pas de vocation à devenir une licorne, pas du tout. Il me dit non, mais c'est bien pour ta formation, passe en comité d'invest. Je dis bon, ok, je passe en comité d'invest. Il me rappelle quelques jours plus tard, il me dit ok, on veut investir 50 000 euros. Je dis oui, mais moi je veux pas. Il m'a dit Axel, on m'a jamais refusé de l'argent, j'ai jamais vu ça. Donc il me dit tu réfléchis et tu me dis pas non. Il me rappelle quelques jours plus tard, il me dit je te laisse le temps de réfléchir. Il me rappelle et je lui dis non, en l'état toujours pas quoi. Enfin moi je veux pas avoir à gérer des investisseurs. J'avais une très mauvaise image. Enfin le truc, je connaissais pas du tout ce monde-là. Je me dis mais pourquoi je vais m'embarquer là-dedans Et en fait, en parallèle de ça, moi j'avais été contactée par une boîte de RP qui lançait leur incubateur. Incroyable. Il m'appelle un jour en disant écoutez, on a vu Mapato, on organise un pitch et du coup, si vous êtes sélectionné, on vous donne des locaux. Donc nous, on était encore à l'Anti-Café avec Pierre M à boire des cafés toute la journée pour payer notre bureau. Et vous venez, et je lui dis mais ça coûte combien ? Il me dit c'est gratuit. Je dis incroyable, parce qu'il y avait plein d'incubateurs à l'époque, mais il fallait payer, c'était en contrepartie de part de la société, etc. Donc voilà. Et du coup, je lui dis ok, je viens pitcher et je suis sélectionnée. Et en fait, le directeur de cette agence est un ancien de l'ESSEC. Et il passe dans mon bureau, parce que du coup, on avait des bureaux avenue Montaigne, donc c'était, nous, avec Pierre-Emmanuel, on était fous. Et il me dit, écoute, j'ai beaucoup aimé. En plus, entre-temps, on avait La Poste qui nous avait soutenus. Il nous avait donné 3 000 euros. Il nous avait présenté à Vivatech. Il nous avait présenté à OCES. Enfin, voilà, il y avait quand même un engouement. On avait 5 000 utilisateurs à l'époque, 2 associations de patients. On avait quand même un petit truc. Il dit, comment tu vas te financer ? Et je lui dis, c'est la bonne question du moment. Là, j'ai l'ESSEC qui veut me mettre 50 000. Il me dit, je mets plus. Et il me dit, moi, voilà, tu me dis combien tu veux, mais je veux t'aider. Je trouve que ton idée, elle est géniale. C'est fou aujourd'hui qu'il n'y ait pas de moteur de recherche comme ça par pathologie, qu'on n'arrive pas à qualifier l'expertise des médecins en fonction des pathologies qu'ils traitent. Donc, je te soutiens. Et voilà, donc à l'été, fin du master, moi, je me retrouve avec 5 000 utilisateurs, 2 associations de patients,
un associé, à peu près, du coup, avec la BPI, parce qu'en fait, la difficulté de la bourse French Tech, c'est qu'il faut avoir 30 000 euros pour obtenir 30 000 euros. Mais alors, moi, sur mon compte, je vais avoir 1000 balles. Donc, de toute façon, je n'avais pas le droit à ce genre de bourse. Et je me suis dit, bon, bah, en fait, je vais vendre des parts de ma société qui ne vaut rien, hein, techniquement, parce que de toute façon, moi, j'ai... Voilà, c'est globalement... le jeu. C'est très fictif. Donc là, on me propose de mettre de l'argent. Allez, vas-y, je me lance. De toute façon, j'ai pas grand-chose à perdre. Et puis, je me suis retrouvée comme ça, première levée de fonds, 150 ou 200 000 euros en poche, et c'est parti, quoi. Un bon projet étudiant. Voilà. Un bon début de projet étudiant. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, ok, allez, on continue l'aventure, on va voir ce que ça donne. Et c'est comme ça vraiment que Mapato est né. Ok, super intéressant. Et effectivement, ça montre aussi que tu as su aussi de créer un réseau rapidement, puisque tu disais que tu viens pas du monde de la santé, tu n'avais pas de contact, tu n'avais jamais fait ça, quoi. Ouais. Et ça a été super important pour le début de l'aventure et le lancement de Mapato, en fait. Ouais, en fait, moi, ça me fait beaucoup rire, tous ces entrepreneurs qui annoncent, oui, ça fait même pas 1 an qu'on est créé, on a déjà levé des millions d'euros, on a plein d'utilisateurs, enfin voilà, oui, enfin bon, les gars, la vérité, c'est que vous avez un super réseau, probablement vos parents ont lâché quand même de l'argent derrière, ou vous avez un très bon réseau, parce que quand on débarque et qu'on est personne va vous donner des millions d'euros. Moi, ça fait... Enfin, au début, on me disait, ah bah oui, ça fait déjà 2 ans que vous avez créé Mapato, c'est si petit. Non, mais mon coco, juste moi, je suis partie de 0-0, quoi. Toutes les personnes que je connais aujourd'hui, je ne les connaissais pas à l'époque. Et bah oui, ça met du temps pour se forger. Et effectivement, si demain je recrée une boîte, je recrée Mapato, ça ira beaucoup plus vite. Bien sûr. Parce que ce sera... Tu auras l'expérience, tu auras la puissance de tout ce que tu as déjà réussi à construire. Bah oui, c'est ça. Toutes les erreurs que j'ai faites, j'irai plus vite à comprendre. Je connais le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui, le monde de l'entreprise. Je connaissais rien à l'époque. Je savais même pas ce que c'était que des statuts d'entreprise. Donc, je savais même pas... Enfin, voilà, j'avais jamais fait de BP de ma vie. Donc globalement, tout ça, ça m'aurait pris beaucoup moins de temps. Et puis maintenant que je connais les fonds d'investissement, etc., je sais comment ça fonctionne, j'irai beaucoup plus vite. Mais ouais, ça a mis du temps. Mais au final, quand on part de zéro, moi ça me fait beaucoup rire les gens qui disent bah oui, en France on peut entreprendre. Non, mais attendez, vous entreprenez rien du tout si vous n'avez pas 30 000 euros, quoi. Enfin, juste la bourse French Tech, c'est génial, sauf que c'est 1 pour 1. Donc c'est, vous avez 30 000 euros, on vous donne 30 000 euros. Et avant ça, il faut les trouver, les 30 000 euros. Et quand on me disait, t'as qu'à faire un prêt personnel, t'as qu'à demander à tes parents, non, juste, non, mes parents, ils n'ont pas l'argent et j'ai pas l'argent à titre perso. Donc globalement, je me débrouille. Donc il y a un peu ce côté un peu mystérieux des entrepreneurs qui débarquent, qui font des levées énormissimes, sauf que la réalité derrière, c'est souvent des entrepreneurs qui ont... le réseau des parents ou la force des parents qui ont déjà entrepris qui ont déjà eux-mêmes entrepris, mais on débarque pas comme ça dans le monde de l'entrepreneuriat sans un sou et que ça décolle direct. Exactement, et c'est vrai que je sais plus la stat, mais je crois que la grande majorité des entrepreneurs en France ne viennent pas de nulle part, et à chaque fois effectivement il y a soit les parents, soit déjà un vivier qui fait que effectivement c'est beaucoup plus facile. Et parfois en interview on peut les entendre dire ah oui mais moi je viens started from the bottom, tu vois. Alors que pas du tout. Et c'est vrai que ça c'est aussi quelque chose qu'on voit fréquemment. Et en fait, l'hypocrisie, c'est de dire, bah oui, en fait, la première levée de fonds, c'est friends and family. Ouais, enfin bon, quand tes love potes... Money. Ouais, love money. Ouais, et donc, ça veut dire quoi? Quand en fait, mes potes, ils ont pas d'argent, ma famille a pas d'argent, donc ils m'aiment pas. Enfin, non, mais juste, moi, mes parents, en fait, on a fait un kiss-kiss-mang-mang tout au début. On a réussi à obtenir 3 000 euros. Mes parents, ils ont mis 100 balles et j'étais ultra contente, quoi. C'est globalement, rien que tous mes potes qui ont mis 10, 15, 20 euros... c'est génial, c'est qu'ils croyaient dans le projet et je suis déjà très contente. Et j'ai pas besoin qu'ils aient mis 10 000 euros, on s'est débrouillé autrement et ça le fait, quoi. Et c'est pareil, tu vois, quand on regarde après les répartitions capitalistiques, souvent on dit ah bah oui mais il vous reste que tant de pourcentage. Bah ouais mais mon coco, c'est sûr que quand tu as beaucoup d'argent au départ et que de toi-même tu peux mettre 100, 200, 300, 500 000 euros, forcément ça va plus vite. Ça va plus vite, tu gardes plus de parts parce que tu te dilues moins, parce que tu as besoin de moins d'argent. C'est des mécanismes comme ça qui sont tout bêtes et en fait on te rappelle quand même assez régulièrement que t'es parti de zéro, t'avais 0 euros.
Et quand on me demandait, vous avez créé la boîte avec combien d'argent, c'est quoi le capital social? Et je disais 1 000 €, ils disaient, vous croyez pas beaucoup à votre projet. Non, mais c'est quoi cette réflexion? Si, j'y croyais à fond, j'ai mis 2 ans de ma vie, je suis repartie au chômage avec le minimum, je me suis démerdée pour ce projet. Donc rien que ça, c'est pas parce que j'ai pas fait un prêt, parce que de toute façon personne m'aurait prêté quoi que ce soit, hein, vu que j'avais pas un sou. Donc globalement, cette espèce de oui, il faut créer une boîte avec un capital social énorme parce que ça donne l'impression qu'on est hyper investi. Oui, enfin, faut l'avoir cet argent. Une espèce d'ironie comme ça qui est folle. Alors, parlons un peu plus de Mapato. Ouais. Pour mieux comprendre un peu le produit, donc, on va donner l'exemple. J'ai une pathologie, au hasard l'eczéma. Okay. Je vais sur Mapato. Qu'est-ce qui se passe? Alors, tu arrives sur Mapato, tu tapes eczéma dans le moteur de recherche et là, tu vas pouvoir voir le nombre de spécialistes qui sont recommandés dans l'eczéma. Tu peux même mettre ton code postal pour voir exactement autour de toi combien il y en a. Et après, tu peux te créer un compte. La création de compte, c'est très facile. Une adresse mail, un prénom, une date de naissance, et un code postal et c'est parti. Et après, tu accèdes à Mapato. Donc, la configuration de ton compte, tu vas mettre tes pathologies. Donc, tu vas mettre eczéma si tu as l'eczéma. Si ton père a du diabète et que tu as envie d'en savoir plus sur le diabète, tu vas mettre diabète. Et ce qui va te permettre après d'avoir un outil hyper personnalisé. Ce qui fait que toi, François, tu n'auras pas le même Mapato que moi. C'est vraiment ton outil à toi en fonction des pathologies qui concernent toi. Oui, il y a un vrai algorithme derrière qui fait que c'est personnalisé. Oui, c'est personnalisé. Et en fait, tu vas avoir ton fil d'actualité au quotidien avec des informations. Donc, ça peut être des articles qui t'expliquent la douleur, quelle est la prise en charge dans l'eczéma. Est-ce que tu peux faire du sport quand tu as de l'eczéma? Je sais pas, ça peut être l'alimentation et l'eczéma, etc. Donc, tu vas avoir plein d'articles qui sont rédigés par nos équipes ou des référents chez nous. Et tu vas avoir un annuaire de professionnels. Donc là, tu tapes eczéma et tu dis, OK, je vis à Rennes, je veux aller à Nice. Je pars en vacances, je me sens pas très bien. Et tu vas taper le code postal de Nice et là, tu vas voir l'ensemble des professionnels. Si demain, tu te dis, je vais aller vivre à Bordeaux et je sais pas trop si je vais trouver des médecins, bim, t'écris le code postal de Bordeaux et là, tu vas voir l'ensemble des professionnels qui ont été identifiés pour la prise en charge de l'eczéma là-bas. Et tu peux aller sur la fiche du médecin. Tu vois s'il a Doctolib ou pas, tu cliques sur prise de rendez-vous, tu arrives directement sur sa fiche, comme ça tu peux prendre rendez-vous, tu vois s'il fait de la téléconsulte et tout, et tu peux le mettre en favori, tu peux partager l'information, voilà. Donc en gros, c'est un endroit où en tant que malade, du coup, tu as un souci de santé, tu vas devoir déménager, tu vas partir en vacances, tu vas avoir des moments de ta vie où tu vas te poser des questions et du coup Mapato est là pour t'aider dans tous ces éléments. Ouais, et est-ce que tu peux me dire à quelle problématique justement répond Mapato? Parce qu'il y a l'errance de diagnostic, mais il y a aussi le fait de rendre accessible, alors c'est un peu barbare ce que je veux dire, rendre accessible l'accès aux soins, parce qu'effectivement aujourd'hui il y a des gens potentiellement qui vont avoir de l'eczéma mais qui ne savent pas ce que c'est l'eczéma, ou qui savent ce que c'est mais qui ne savent pas du tout vers qui se diriger. Donc toi aussi, je pense c'est important d'avoir cette vision-là. En fait, Mapato, on a vraiment vocation à lutter contre l'inégalité d'accès à l'information. Et par information, on entend connaissance de la pathologie, connaissance de ce qui peut arriver avec la pathologie, comment mieux vivre avec ta pathologie longtemps, avec les événements de ta vie qui vont arriver, un déménagement, un bébé, le fait de grossir, il peut y avoir plein de choses, d'autres pathologies qui arrivent, et l'information pour trouver le bon médecin et le bon centre. Parce que aujourd'hui, on sait très bien que si tu as, je sais pas, pour les femmes qui ont des enfants, tu vas avoir besoin d'un pédiatre. Tu vas demander autour de toi à tes potes, quel est votre pédiatre? Mais des femmes qui ont des enfants, il y en a plein dans ton réseau. Si tu as de l'eczéma, la probabilité que tu aies des personnes qui ont le même type d'eczéma autour de toi et qui seront capables de t'aider à trouver un dermato est beaucoup plus limitée. Donc globalement, tu as deux populations. Tu as ceux qui ont des médecins autour d'eux qui vont appeler un pote médecin, qui le pote médecin par son réseau va t'aider, et puis tous les autres. Sauf que tous les autres, c'est 95% de la population qui vont tâtonner, vont prendre rendez-vous avec un premier dermato, ils vont attendre 6 mois, le dermato va leur dire « Ah non, mais moi je fais pas d'eczéma, donc du coup allez chez mon collègue Y », mais vous allez vous prendre 1 an dans la vue,
Vous allez, du coup, la pathologie peut se développer, votre mal-être peut se développer, et du coup, c'est absolument anormal. Donc, nous, vraiment, ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire que tout le monde, aujourd'hui, à partir du moment où il connaît sa pathologie, qu'il a été diagnostiqué, et bon, on pourra en revenir, mais on fait de plus en plus de choses pour aider aussi au diagnostic. Mais j'ai ma maladie et je veux avoir de l'information, bim, j'arrive sur ma patho et gratuitement, j'ai accès à plein d'informations qui vont m'aider avec ma maladie. Ok, super intéressant. Est-ce que tu peux me résumer un peu les grandes étapes de ma patho avant qu'on aborde justement les livres que tu as pu écrire? Les étapes de création? Les étapes de développement. Je sais que tu as levé des fonds. Ouais, alors... Comment ça s'est passé, tu vois? Donc du coup, je t'ai dit projet d'études ma patho pendant 1 an, levée de fonds à peu près 200 000 € la première année. Ensuite, on a tenu comme ça pendant 1 an et demi. Donc du coup, on avait notre première salariée, Oriane, qui est toujours là, en apprentissage. Et puis après, on a travaillé avec des prestats qu'on a pu recruter. Et puis, on a fait là une grosse levée de fonds. En tout, on a atteint 1,3 million en equity et en non dilutif. Donc c'est juste énorme. Donc pareil, pas avec des gros fonds d'investissement, des petits fonds régionaux et surtout beaucoup de business angels qui ont mis des gros tickets. Donc on a des médecins, des DRH, des pharmaciens, voilà, des gens qui viennent du monde de la santé et qui croient au projet. Donc ça, c'est hyper positif. Donc voilà, donc ça c'était il y a 1 an et là on est en phase de ce qu'on dit accélération. On a passé les 3 ans, on a trouvé le business model qui était compliqué parce que comme on est une entreprise à impact, c'est très compliqué de trouver des business models qui nous conviennent, qui sont éthiques, qui permettent aux patients d'utiliser la plateforme, qui restent gratuits pour le patient. Nous, c'est vraiment ce qu'on veut garder depuis le début. Mais on commence à trouver le modèle. Et donc maintenant, il faut qu'on l'accélère, qu'on atteigne l'équilibre économique. Donc ça, c'est notre objectif à 1 an et demi, 2 ans. Et après qu'on décide de développer à l'international parce qu'on a pas mal de sollicitations. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment d'être serein sur la France et d'atteindre l'équilibre pour ne plus dépendre de personne. Et après, on verra pour le développement à l'international. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux me donner quelques stats sur ma patho en termes de nombre d'utilisateurs, nombre de salariés aussi? Donc, 60 000 utilisateurs. À chaque fois, dans le monde, ça paraît peu quand on vient pas du monde de la santé, mais vraiment dans le monde de la e-santé, c'est énorme parce que 60 000 personnes, patients qui trouvent ma patho, sachant que on n'a pas fait de campagne dans le métro, donc du coup c'est pas encore, c'est principalement du bouche à oreille. Et donc du coup c'est énorme. On a 100 pathologies disponibles. Un chiffre énorme aussi, c'est le nombre d'associations qui nous font confiance. On a à peu près 50 associations qui sont partenaires, qui suivent ma patho, qui nous aident au quotidien avec du contenu, des informations, qu'on aide aussi. Voilà, donc voici les chiffres pour ma patho. Et sur le nombre de salariés, donc on est 8. On est une petite équipe. On n'a pas du tout vocation à être 80. Nous, on a la stratégie petit poney et pas licorne. Voilà. Donc, moi, ma grosse crainte, c'est de faire grossir une entité, d'avoir une dépendance où il faut toujours vendre plus. Et sauf que quand on vend plus, on vend moins bien. Et du coup, j'ai pas du tout envie de transformer notre modèle, de faire des choses moins éthiques ou en tout cas qui n'ont pas le sens que je veux donner à cette boîte. Donc voilà, donc on restera 8-10 dans les années à venir. On a créé un modèle ultra optimisé. Je pense qu'on ne dépense pas à tout va. On suit tous nos KPIs à la louche. On est hyper regardant. Tout le monde est multifacette, tout le monde s'entraide et du coup ça donne une culture d'entreprise moi que j'adore. Globalement ma patho c'est la boîte dans laquelle j'aurais adoré travailler parce que en fait toutes les petites choses que j'aimais pas quand j'étais salariée, je les ai pas fait dans ma boîte. Et donc, du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, la culture d'entreprise et la façon dont on bosse, moi, en titre perso, elle me convient énormément. Et quand on recrute quelqu'un, on vérifie qu'elle convienne aussi à cette personne. Et voilà, ce qui fait qu'on a des salariés qui me semblent heureux, en tout cas, et contents de venir chez ma patho. Et puis, quand on a des messages de patients qui nous disent « Est-ce que vous pouvez ouvrir un poste ? Moi, j'aimerais bien travailler chez ma patho, etc. » On n'a pas de difficulté à recruter. Nous, on poste une annonce LinkedIn, on a plein de
plein de candidatures parce qu'au quotidien, ça a du sens et puis on voit tout de suite l'impact qu'on a. Donc voilà, donc une petite boîte hyper sympa, très cool. Pas forcément Startup Nation licorne, mais un modèle. Petit poney, c'est très bien. Le modèle petit bien. poney, paillettes, voilà. Okay. Et on l'a pas précisé, mais Mapato, c'est une plateforme web et une application dispo sur Apple et sur Google. Ouais, exactement. Voilà, donc accessible en téléchargement gratuitement. Ouais. Donc, voilà. Et on va parler un peu des livres que tu as écrits. Oui. Puisque tu as écrit 2 livres. Oui. Lonely Patient et Happy Patient. Est-ce que tu peux me parler un peu du processus d'écriture que tu as eu et un peu les difficultés que tu as eues pour écrire ces livres? Alors, je vais faire tomber un mythe. Je me suis pas réveillée un matin en me disant « Ah là 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 là, je pense que tout le monde va vouloir lire mes livres, il faut absolument que je prenne la plume. » Pas du tout. En fait, comme je disais tout à l'heure, quand la première levée de fonds qu'on a fait, le directeur de la maison de relations publiques qui a investi chez Mapato a une maison d'édition. Et quand je lui ai parlé justement du fait qu'il y ait tant de malades chroniques, parce qu'en fait, pendant une première année, les gens me disaient mais malade chronique c'est une niche. Mais vous rigolez, c'est 1 Français sur 3 quoi. C'est les asthmatiques, ceux qui ont de l'acné, les diabétiques, les hypertendus. Il y a tellement de pathologies que globalement il y a 1 Français sur 3 qui est concerné. Donc non, qu'on me dise pas que c'est une niche. Et je lui dis, en plus, ce qui est triste, c'est que globalement, quand on est malade, on se regarde le nombril et on se dit, qu'est-ce que je peux faire dans ma pathologie, les difficultés que moi, je rencontre. Alors qu'en fait, il y a des sujets qui sont transversaux à tout le monde. Sauf que, du coup, comme on se sent hyper seul, nous, avec notre maladie, on se rend pas compte qu'il y a plein de personnes qui vivent la même chose que nous. Et donc, il me dit, mais attends, c'est génial, il faut absolument que tu écrives un livre. Je dis, non. Alors déjà, moi, je suis une primo-entrepreneuse. Je débarque dans ce monde. Je vais pas me sentir capable d'écrire un livre. Je suis pas du tout écrivain. Donc, et puis, j'ai eu un problème de syndrome de l'imposteur, mais à mort. Je me suis dit, mais normal. Voilà, pour qui je me prends? Pourquoi moi, j'écrirais un livre, etc. Il m'a dit, non, mais Axel, on va t'accompagner. Ça va bien se passer. On va te guider, etc. Et voilà. Donc, globalement, c'est comme ça que j'ai écrit Lonely Patient, avec la volonté de montrer que, en fait, on se sent hyper seul, soit avec sa maladie au quotidien, avec ses douleurs, ses traitements, ses rendez-vous, voilà, dans sa difficulté, alors qu'au final, on est beaucoup à être concernés et que si on ouvre à un dîner la discussion et qu'on demande aux gens s'ils ont des soucis de santé, et globalement, tout le monde va répondre que oui. Et que globalement, si on se met tous ensemble avec des plateformes collaboratives comme Mapato, on arrivera à ce que le système de santé soit meilleur. Et moi, ce que je déplore dans le système de santé aujourd'hui, c'est que contrairement à d'autres industries où ce sont les clients finaux qui se sont rendus compte qu'il y avait des soucis et qui ont pris le lead et amélioré le système. Donc, je pense à Airbnb, Uber, etc. Où ce sont des clients qui n'étaient pas satisfaits de l'offre existante et qui ont modifié, qui se sont impliqués. Le truc, c'est que dans la santé, il y a très, très peu de patients qui créent des boîtes. Parce que c'est un système tellement opaque, tellement difficile et c'est tellement peu ouvert aux patients. C'est-à-dire que dans la santé, vous avez des médecins et des soignants qui ont choisi le fait de faire leur carrière à l'hôpital. Et puis, on a 20 millions de patients à côté qui sont victimes, à qui on a dit vous allez devoir passer du temps à l'hôpital, mais qui ne l'ont pas choisi. Et du coup, qui ne se sentent pas légitimes parce que le système de santé est tellement compliqué que globalement, ils n'arrivent pas à créer des boîtes, quoi. Donc voilà. Donc Lonely Patient, j'ai vraiment écrit pour ça, pour dire, vous n'êtes pas seul, on est 20 millions, vous n'êtes pas faible parce qu'au quotidien, vous arrivez à faire comme si vous n'étiez pas malade, parce que on n'est pas entouré d'un tiers de Français très malades, on ne le sait pas. Donc les gens qui sont malades arrivent à gérer leur vie pro, leur vie perso et en plus la vie de malade à côté sans que personne ne le voit. Donc, c'est juste une prouesse énorme. C'est ça, les pathologies sont invisibles. Oui, c'est ça. 80% des maladies sont invisibles. Et donc, du coup, dans une entreprise, quand on sait qu'un tiers des salariés ont une maladie et doivent gérer derrière les traitements, les ordonnances, les rendez-vous médicaux, les examens, c'est quand même une prouesse. Donc, globalement, le message, c'était vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas faible et il faut qu'on soit plus à entreprendre pour améliorer le système. Il faut qu'on se fasse entendre. Voilà. Donc, ça, c'était le premier. Et en fait, ça a super bien marché. J'ai été dans les top livres de la maison d'édition. Et donc du coup ça a ouvert un petit peu le débat. On m'a fait prendre la parole plusieurs fois sur la place du patient, etc.
Et en fait, la maison d'édition m'a dit il faut que tu en écrives un deuxième. Nous, en tout cas, on est hyper chaud. C'est un beau succès. Donc, si tu as envie, allez, on se lance. Et comme il y avait les présidentielles, je me suis dit c'est peut-être le bon moment d'écrire des propositions très concrètes sur la façon dont on pourrait rendre les malades plus heureux. Et donc c'était un peu je voulais un petit peu un oxymore happy patient, alors que d'habitude normalement un patient il n'est pas heureux et c'est compliqué, et de dire oui, en fait en changeant certains éléments du système de santé on peut rendre les patients plus heureux. Et donc c'est globalement quand tu es malade, tu es malade partout en France, alors que si tu as une pathologie en Normandie, typiquement tu es fibromyalgique en Normandie, tu as une prise en charge handicap. Tu déménages, tu vas à Lyon, c'est pas sûr que tu aies la même prise en charge. Parce qu'en fait, c'est départemental. C'est la maison départementale du handicap qui décide, plus particulièrement le médecin conseil de la maison départementale, qui va recevoir ton dossier et qui, lui, va décider si oui ou non ton cas permet d'avoir une prise en charge handicap. Donc, il y a des personnes comme ça qui ont déménagé, qui ont perdu leur prise en charge, qui n'avaient plus aucun revenu et qui ont dû repartir. Ouais, c'est dingue. Donc du coup, voilà, une des propositions, c'est de se dire, mais arrêtons de voir ça de façon départementale, c'est totalement inégal. C'est ouf de se dire que j'ai une prise en charge aujourd'hui, je déménage ailleurs en France, je ne l'ai pas. C'est juste, on n'est pas aux États-Unis, c'est les régions, voilà. Et donc, faisons un niveau national, une maison nationale du handicap qui harmonise le fait qu'une pathologie, oui, elle ouvre à des droits avec tel critère, mais que ça soit complètement harmonisé au niveau français, quoi. Donc voilà, donc c'est ce genre de choses. Et il y avait aussi la difficulté, donc ça c'est un sujet sur lequel je bosse depuis 2 ans, donc que j'ai appelé Prosper. Et ça, c'est globalement l'accès aux assurances pour les malades. Parce que quand on veut une assurance... Enfin là, ça a évolué depuis le 17 février. Il y a une nouvelle loi qui a été votée au Sénat. Donc maintenant, jusqu'à 200 000 € par personne, on peut avoir un prêt sans questionnaire de santé. Mais jusqu'alors, on ne pouvait pas. Mais c'est très récent, c'est les dernières semaines. Ouais, c'est les dernières semaines. Mais bon, après, le combat reste que tu peux avoir besoin d'emprunter plus. Et aujourd'hui, tu seras bloqué. Donc globalement, est-ce qu'on a envie d'avoir des personnes qui sont malades et qui ne feront jamais de prêt au-dessus de 200 000 €, ce qui est complètement dégueulasse. Et en plus, c'est 200 000 € et ton prêt ne peut pas aller au-delà de tes 65 ans. Donc globalement, si tu empruntes à 40 ans, et du coup, il ne faudra pas que ton prêt il soit de plus de 25 ans. Voilà. Okay. Donc, et toujours en dessous de 200 000. Donc bon, c'est une avancée, mais il reste des choses à faire. Donc voilà, donc c'est globalement Happy Patient, c'est toutes les... au-delà du traitement et de la maladie en tant que telle, c'est quelles sont les difficultés auxquelles on est rencontré, qui sont que des problématiques administratives et d'autres sphères que la sphère de la santé, parce que un malade, on va se dire, ah bah oui, mais un malade, il va référer au ministère et puis il va se battre pour l'évolution des traitements, pour l'évolution de la prise en charge de sa maladie. Non, en fait, il y a plein d'autres sujets qui concernent les malades, que ce soit au travail, parce que le mi-temps thérapeutique, aujourd'hui, il est très limité. Pourquoi on ne créerait pas des 80% pour qu'un malade puisse, le vendredi, gérer sa pathologie, se reposer? Pourquoi on ne propose pas le télétravail plus fréquemment pour les personnes qui sont malades? Moi, je ne reviendrai jamais en arrière. Enfin, aller au bureau de 8h, de 9h à 19h, en étant debout, assis toute la journée, alors que moi, j'ai besoin d'être allongée un moment parce que sinon, j'ai super mal. Globalement, si je repars demain salarié, on va m'imposer un mode de travail qui ne va pas correspondre à ma pathologie. Voilà. Donc, Happy Patient, c'est vraiment ça. C'est plein d'idées pour que les patients soient des patients heureux demain, quoi. Ouais, donc tu as Mapato, 2 livres et ce nouveau projet, mais c'est sous une même mission. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Du coup, en fait, je me suis rendu compte, il y a 2 mondes opposés, qui sont le monde des assurances et le monde des malades. Et en fait, ce monde ne parle jamais. Et j'ai fait la connaissance d'une personne qui travaille depuis des années dans les assurances. Et je lui ai dit, mais vous en faites exprès, quoi. Enfin, globalement, les gars, vous vous rendez pas compte de ce que vous nous faites vivre. Vous mettez des exclusions dans vos contrats qui sont dans des petites lignes. C'est dégueulasse. Enfin, quand moi, je paye une assurance pour mon prêt IMO et qu'on me dit que telle pathologie n'est pas inclus dans l'assurance, alors pourquoi je paye?
Enfin, c'est globalement, on est les dernières roues du carrosse, vous ne nous considérez pas du tout. Il m'a dit, écoute Axel, j'ai travaillé 20 ans dans la banque et l'assurance, je n'ai jamais voulu faire ça. Enfin, c'est globalement, nous, on ne voit pas le client final. On crée des contrats qui nous baissent le risque, mais on n'a jamais contact avec des patients. Je dis, bah écoute, il faut qu'on travaille là-dessus, il faut qu'on aille rencontrer des assureurs, des réassureurs, des courtiers, des banques pour taper du poing sur la table, pour qu'on évolue. Et en fait, au moins, ça fait 2 ans que je prêche la parole sur ce sujet, et donc je fais des interventions pour expliquer ça, il y a des problèmes. J'ai fait des interviews dans le Canard enchaîné, et du coup, j'ai le LCL qui m'intègre dans son board sociétal, justement sur cette thématique. Donc je suis contente qu'enfin on écoute les patients, parce que du coup on avait d'un côté les associations de patients qui connaissaient pas vraiment cet environnement. C'est vrai que c'est très opaque, le monde des assurances. Si on connaît pas, si on n'a pas les bons contacts, on n'y arrive pas. Et c'est un monde qui a pas bougé, ou très peu. Ouais, c'est depuis, hyper sclérosé. Non, mais même moi, quand j'ai des entretiens avec les assureurs, je raccroche, je suis au bout de ma vie. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce monde? C'est le monde d'avant, mais avant, Ouais, quoi. ouais, C'est la préhistoire. Enfin, tout le monde est en train de bouger, mais il y a les néo-banques et les néo-assurances qui sont en train d'évoluer. Mais les réglementations derrière sont sclérosées, quoi. Voilà. Donc, l'objectif de Prosper, c'est de créer des assurances pensées pour les malades. Donc, ça serait de créer une assurance de prêt immobilier pour les personnes qui veulent emprunter plus de 200 000 euros. Ça serait de créer une assurance santé, donc une mutuelle complémentaire qui soit pensée pour les malades. Parce que moi, j'en ai juste marre de regarder ma mutuelle et de me dire, OK, bon, alors je vais devoir faire avec ça. Je ne sais pas trop combien je vais être remboursée. Ce n'est pas du tout adapté à ma sphère de pathologie. Donc, l'idée, ça serait, voilà, je ne sais pas quand, mais de créer vraiment une complémentaire qui soit pensée pour ma pathologie. Et après, il y a plein d'autres thématiques, typiquement le voyage. Moi, j'étais aux États-Unis, j'étais hyper stressée de me dire, OK, si j'ai un souci, si je tombe dans les pommes et que je me retrouve aux urgences aux États-Unis, ça va me coûter une blinde toute ma vie. Donc, je voulais prendre une assurance voyage. Et en fait, dans les petites lignes des assurances voyage, c'est écrit que si vous avez un souci avec la pathologie qui était connue avant, ça ne sera pas pris en charge. Et donc en discutant avec des assureurs, justement, je leur dis, mais c'est complètement dingue votre truc. Ils me disent, oui, peut-être qu'en fonction du médecin qui répondra au moment de votre appel, on prendra en charge ou pas. Je dis, non, mais c'est dégueulasse. Hyper aléatoire en fait. Ah ouais. Et puis en fait, il y en a marre que autant de patients soient limités, parce que tout en haut de l'échelle, il y a quelques médecins conseils qui ont le droit de la pluie et du beau temps, et qui vont vous dire, oui, je vous prends en charge les 50 000 euros de frais, ou non, je suis mal luné, je considère que votre cas était trop risqué, que vous n'auriez pas dû prendre le risque d'aller aux États-Unis parce que vous saviez ça, donc vous vous démerdez. Enfin, juste, c'est pas normal. Donc voilà. Donc Prosper, c'est une activité à part, et en fait, c'est de par l'expérience de Mapato, de tous les utilisateurs qu'on a, des associations qu'on a, en discutant avec eux, je me rends compte qu'à chaque fois, le monde de l'assurance, le monde de la banque est vraiment compliqué pour les malades. Et donc, du coup, je me bats depuis 2 ans pour prêcher la bonne parole et vraiment se faire une voix dans ce monde. Et au moins, après... Voilà, j'espère qu'on arrivera à créer des choses sympathiques et faire évoluer, mais au moins d'aller discuter avec eux et leur mettre la merde sous le nez, tu vois, clairement. Leur dire, mais écoutez, nous, on vit ça, quoi. Donc, vous parlez de valeur d'inclusion, vous parlez de... c'est des bons mots, c'est écrit sur votre site internet, mais dans les faits, vos contrats sont complètement excluants pour les malades chroniques, et rendez-vous compte. Et en fait, c'est un nouveau discours qui commence à entendre, mais on sent que même tous ceux qui veulent y aller, tous ceux qui nous écoutent, ont du mal au niveau juridique à activer. Donc, je lâche pas, mais c'est un gros combat. Ce sont des montagnes qu'il faut déplacer. Exactement. On va passer à la partie bilan, avec 2 questions, dire un peu opposé. La première, c'est quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale? Alors, le moment le plus difficile, ça a été sur la 2e levée de fonds, parce que les fonds ont tardé à arriver et je voyais l'argent qui baissait sur le compte, et je me suis dit, putain, je vais pas pouvoir payer mes salaires, quoi. On va être en cessation de paiement, c'était horrible. Et même si techniquement, je savais qu'on aurait pu activer des prêts ou être en
Enfin, on aurait pu juste être à négatif au niveau de la banque. Ça aurait tué personne. Je pense que la banque nous aurait assassinés en agio. Mais bon, techniquement, voilà, j'aurais pu payer les salaires. Mais mentalement, je me suis dit que je dépendais de personnes externes et de leur... globalement, un peu leur bon vouloir à faire ce putain de virement, quoi. Et je me suis rendu compte en discutant avec d'autres entrepreneurs que j'étais pas la seule et qu'il y a beaucoup de cas comme ça où une levée de fonds, elle va être décalée de 2-3 mois. C'est vrai qu'à l'échelle d'une vie, ce n'est rien, mais à l'échelle d'un entrepreneur, c'est énorme. Une start-up, ça peut être fatal, quoi. Mais ouais, c'est énorme. Et ça l'a déjà été pour plein de boîtes. Mais c'est ça. Et que globalement, moi, j'ai des amis qui ont dû licencier des personnes parce que la levée de fonds n'arrivait pas, les fonds n'arrivaient pas, et que les investisseurs chipotaient sur une clause, etc. Alors que derrière, il y a des vies. Il y a des familles, il y a des personnes qui ont besoin de payer leur loyer. Et en fait, ça a été pour moi horrible. Et je me suis dit, mais je ne veux pas revivre ça. Donc c'est pour ça que là, je ne lâche rien sur le fait qu'on reste une petite structure agile qui ne coûte pas cher. On optimise tout, on n'ouvre pas les vannes parce qu'on veut atteindre notre équilibre. Parce que qui dit équilibre économique dit que on n'a plus besoin de dépendre de personne. On va pouvoir payer nos salaires tous les mois. On est bien sur nos deux pieds. Et je ne dépends pas de personnes qui sont complètement externes, qui ne comprennent pas forcément ce qu'on fait au quotidien, l'impact qu'on a auprès des patients, qui trouvent que c'est sympa, c'est un site tout rose, on aide 2-3 malades, voilà. Non, derrière, tu as 8 familles, tu as 60 000 personnes qui comptent sur nous, tu as 50 assos qui comptent sur nous. Et du coup, moi, je veux pouvoir me dire qu'on a trouvé un modèle qui nous permet de tenir encore 20 ans si on reste sur la même lignée et que je ne dépends pas de personnes extérieures et de leur virement bancaire. Donc ça, c'était vraiment, vraiment compliqué où je me suis dit, mais purée, en fait, ce monde-là me convient pas. Ouais. Enfin, ce monde de l'investissement toujours plus, et puis il faut refaire des levées, et puis il faut aller faire la danseuse et faire des BP incroyables qui n'arriveront jamais, et des présentations où on est les plus forts du monde, on va tout déchirer, on va être 800 dans 5 ans, dans 80 pays du monde. Voilà. Enfin, cette espèce de fake modèle, moi, me convient pas du tout. Donc en gros, j'ai un message de vérité, et puis les investisseurs qu'on a chez nous, ils sont prévenus. Là, on me dit souvent que je suis pas très sympa, mais globalement, il y a des boîtes pour lesquelles les investisseurs ont réussi à prendre beaucoup de place. Moi, je considère que tant qu'on a une lignée très droite et qu'on leur dit où est-ce qu'on va, et que moi, j'ai refusé des investisseurs. Enfin, des investisseurs qui étaient en train de pinailler sur des petits détails. Je disais, mais écoutez, moi, je ne veux pas de vous. Vous allez mettre un micro-ticket. Vous n'êtes déjà pas dans ma boîte, que vous me prenez du temps, vous me prenez de l'énergie, de la bande passante, mais mettez de l'argent ailleurs, mais pas chez moi. Moi, j'ai pas le temps de me battre avec vous. Moi, je me bats pour que des malades accèdent à des informations, et je me bats contre tout un système un peu sclérosé de médecins d'ordre ordinal, d'ordre des médecins. C'est pas facile tous les jours à se faire une place. Je me bats pour trouver un business model qui me fonctionne. Je vais pas me battre avec vous. Donc c'est un message qui est un peu différent, qui est un peu coup de poing, mais du coup effectivement, quand ils me voient arriver, ils disent « Ah, non, mais elle est sympa, c'est une patiente, elle a un site internet sympa, c'est une petite équipe, elle est jeune, je vais pouvoir me la faire et prendre le maximum de parts. » Mais au final, pas du tout. Et la stratégie, elle est bien définie. Et quand on me dit « Bah oui, vous pourriez faire ci, vous pourriez faire ça », bah non, mec, juste, moi, je connais parfaitement mon sujet. Et non, on va pas faire ça, et je vais t'expliquer pourquoi. Et du coup, en fait, tout le monde est aligné. Et tous nos investisseurs, c'est un peu comme tous nos salariés. Et ils sont investis d'une espèce de mission où ils croient dans le projet, et ça va au-delà de juste un investissement. C'est comme les salariés, ça va au-delà de juste du temps de travail. C'est que derrière, on sait pourquoi on travaille, et on sait que c'est des patients et qu'on améliore la vie des patients. Et puis c'est super important quand tu es entrepreneur. Déjà, tu mets suffisamment d'énergie dans le développement de ton projet pour te battre pour qu'il réussisse, et que tu changes la vie de gens, etc., de familles, etc. Et si en plus tu dois dépenser de l'énergie pour des gens qui sont dans ta boîte à contre-courant, non, mais c'est impossible. Aucun intérêt. Et puis tu vois, moi j'étais salariée pendant 10 ans, où surtout RH, où j'étais en train de mettre en place des politiques qui n'étaient pas alignées avec mes valeurs.
mais no way, quoi. Jamais je refais ça, ou je vais pas me laisser mener par le bout du nez par des investisseurs, parce que eux ont décidé qu'il fallait faire... Enfin, voilà, c'est globalement, in fine, c'est mon nom, c'est moi, c'est moi qui prends les décisions et qui vais devoir faire les choses et les assumer tout le reste de ma vie. Donc, non, je ne ferai pas des choses qui ne me conviennent pas. Et en fait, quand j'ai dit au fonds d'investissement, en fait, les gars, on va juste se dire un truc, je ne suis pas fonds compatible. Alors là, ils ont crié au loup en disant « Mais pourquoi tu dis ça ? Mais non !» et tout. Je dis « Non, mais vous, votre ligne, c'est d'avoir une hyper-croissance, un chiffre d'affaires exponentiel. » Je dis « Mais moi, non, mais j'ai pas besoin d'avoir un chiffre d'affaires exponentiel. Enfin, juste, je veux le chiffre d'affaires qui permet à la structure d'être viable et de pouvoir continuer à aider plus de patients et d'avoir plus de personnes qui utilisent la plateforme. Voilà. Et ça, c'est pas votre mindset. C'est pas ce pourquoi vous investissez dans les boîtes. Mais moi, c'est le mien. Donc, si globalement, on se rend compte que vos valeurs ne sont pas les miennes et que ma trajectoire n'est pas la vôtre, désolé, on fait chacun notre chemin. C'est pas grave, on va rester bons amis, on va continuer à se donner des nouvelles, voilà, vous nous voyez dans l'écosystème, mais on sera pas amis, on va pas être partenaires, mais c'est pas grave, on peut pas se marier avec tout le monde, on peut pas être content avec tout le monde. Voilà. C'est clair. L'argent c'est bien, mais pas à n'importe quel prix. Exactement. Et on passe à la deuxième question bilan, c'est de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui ? Écoute, que les gens considèrent que Mapato est un acquis, enfin ça c'est dingue, parce que j'étais quand même sur un château de sable, de se dire d'une idée, d'en faire une vraie boîte avec des utilisateurs. Tu vois, quand j'ai signé avec LCL qui a ouvert des comptes premium pour 6 millions de clients, mais c'est juste ouf, quoi. C'est énorme. C'est que globalement, on a une banque qui a envie d'offrir votre service à 6 millions de personnes. Quand globalement, on a des mutuelles, c'est très compliqué de travailler avec des mutuelles. Quand on a une mutuelle qui nous dit « Ok, je vous fais confiance », mais c'est trop bien, quoi. C'est de partir de... ma fierté, c'est d'être partie de zéro, juste d'une idée et d'une volonté d'aider les gens. Et au final, que ça fonctionne, qu'on arrive... tu vois, je me suis jamais rognée. J'ai toujours fait ce qu'on avait envie. J'ai jamais fait des choses parce qu'il le fallait et que... j'ai jamais été désalignée avec moi-même, avec mes valeurs. On a toujours réussi à avoir ce qu'on voulait. Toutes les difficultés et puis en fait ça paye parce que voilà, on a des super victoires, on a des gros mastodontes qui viennent à nous aujourd'hui et qui nous demandent de travailler pour eux, on a le ministère qui nous a sollicités, c'est plein de choses comme ça où globalement d'une toute petite idée d'une petite nana qui globalement a des migraines, du coup c'est un système aujourd'hui où tu as des médecins qui viennent à nous, tu as les patients, tu as les assos, on a créé tout un écosystème bienveillant et je suis super fière. Ouais, et je pense effectivement, je suis convaincu que l'alignement avec les valeurs est super important pour que le projet il soit pas que du l'hyper court terme et quelque chose du moyen long terme et que ça puisse vraiment changer les choses. En fait, pour moi, c'est ce qui est hyper important dans l'entrepreneuriat. Si globalement, si je voulais être bien payée, je vais dans un cabinet de conseil, je serais super bien payée et ma ligne directrice serait l'argent. Là, clairement, ma ligne directrice, c'est pas l'argent. Vu le nombre d'heures que je fais par rapport à ce que je touche, clairement, l'équation est pas bonne. Donc, voilà. Donc, de toute façon, c'est pas ça. Mais c'est la satisfaction personnelle. On a créé un canal qui s'appelle Des paillettes dans vos vies, en canal Slack pour toute la société, où on met chacun d'entre nous, à chaque fois qu'on a un bon retour d'un patient, un témoignage, patient, asso, médecin, n'importe qui, on le met sur ce canal, même des clients. Et en fait, c'est ça qui fait ma valeur et c'est pour ça que je me lève le matin et c'est pour ça que j'ai entrepris pour aider d'autres personnes et je me sens, c'est d'être alignée. Moi, je me sens bien quand je me regarde dans la glace. Je suis totalement alignée, je suis hyper satisfaite d'aider les autres et d'avoir réussi à créer cette boîte qui tourne et dans laquelle j'ai réussi à recruter des personnes qui se sentent bien et qui ont envie de rester. Ok. Et on va passer à la partie rencontre, mindset, entrepreneuriat. Ouais. La première question, c'est est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure ? Je peux dire mon père ? Bien sûr. Bien sûr. En fait, après, j'ai fait plein de rencontres qui m'ont confirmé que j'allais dans le bon sens. Donc, tu vois, j'ai rencontré plein de connards.
principalement des hommes, désolé, où globalement je me suis dit, en fait, il me confirme dans le fait que je ne veux pas aller dans cette direction. Donc voilà, bon. Après, c'est pas ça qui m'a marqué, mais c'est ça qui m'a permis de rester alignée dans ma trajectoire, même si on n'est pas sur une autoroute, si on est sur une route nationale, voire une départementale, c'est pas grave. Je voyais les gros cons à côté me dire, ah non, mais je veux absolument pas devenir ça. Et en fait, la phrase qui m'a marquée, c'est mon père. Tout au début, quand je lui ai dit... globalement, ça a été assez compliqué pour mes parents parce que j'étais en CDI, j'étais bien payée, j'avais une super situation, j'avais fait une école de commerce, tout roulait, tout était beau sur le papier. Et quand j'aurais dit, écoutez, moi, j'arrive plus à aller au travail, je veux monter ma boîte et repartir de zéro, être au chômage, gloops. Parce que globalement, tout le monde avait envie de cette situation, c'était la stabilité, etc. Et du jour au lendemain, je leur dis, mais moi, ça va pas le faire. Je vais tout remettre à zéro, je fous tout à la poubelle et je repars dans un risque. Et en fait, mes parents m'ont toujours soutenue en disant, écoute, fais-le. Nous, on va te soutenir à notre niveau, comme on peut. Et quand j'ai expliqué à mon père, écoute, papa, moi, je voudrais créer un moteur de recherche où tu écris ta pathologie et globalement, tu as plein de médecins de cette pathologie qui ressortent, il m'a dit, mais ça n'existe pas. Et je lui ai dit non. Il m'a dit faut le faire, fais-le. Et là j'ai dit ok, allez go, papa est content, allez on y va, au moins tu vois, c'est vraiment ça où je me suis dit ok, non mais vraiment si mon père, qui n'est pas du tout dans le système de santé, considère que c'est quelque chose d'important pour la société et qu'il faut qu'on le fasse, allez, go. Au pire, je donne 2 ans de ma vie à un projet, j'aurais connu des personnes, j'aurais appris sur moi-même et puis voilà, j'ai toujours de l'expérience supplémentaire. Et au mieux, c'est une belle aventure qui fonctionne et on arrive à créer quelque chose de différent. Donc voilà. Après... j'ai fait plein d'autres rencontres de gens qui vont m'expliquer comment mener une boîte, comment investir, comment faire du business, nanana. Enfin, ça me fait beaucoup rire. Les gens que je rencontre encore aujourd'hui qui me disent « Ah là là, je t'ai découvert en pépite. » Non mais mec, ça fait 3 ans et demi que j'ai créé ma boîte. Autant dire que la pépite, elle est bien forgée, que globalement, t'es gentil. Mais là, c'est un peu comme si il y a 3 ans, tu m'aurais découvert dans la mine. Là, je suis dans la bijouterie, bien exposée. Il y a le prix dessus. C'est plus facile. Je comprends que là, tu veuilles acheter le produit. Mais non, la pépite, c'était il y a 3 ans dans la mine et ça n'a rien à voir, quoi. Aujourd'hui, la boîte est bien polie, on sait exactement où on va, on a toute une identité, on a des utilisateurs, enfin, il n'y a plus aucun risque. Donc ouais, je comprends que maintenant ça t'intéresse, mais me dis pas que je suis une pépite, quoi. Enfin, voilà. Donc c'est un peu... j'ai fait beaucoup plus de rencontres négatives que de rencontres positives néanmoins. Hein. Ça montre aussi qu'il faut être hyper résilient. Parce que des difficultés, en tant qu'entrepreneur, tu ne fais que ça. Je pense que c'est un des critères essentiels et que j'ai vu très fréquemment, la résilience. Ah ouais. Et c'est pour ça que le soutien de ses parents, c'est hyper important. Ouais. Et en plus, je pense que quand on vient d'en bas, le CDI, clairement, c'est vu comme le Graal. Hein. Ouais, carrément. C'est le gros symbole de réussite, c'est le CDI. Ouais, exactement. On est safe, on est bien. Et c'est vrai que pour les parents, c'est difficile de voir... de voir que tu passes vers l'entrepreneuriat en fait. Ah ouais, donc, et puis tu vois, moi j'ai été invitée là à rencontrer les différents partis politiques. J'ai été sélectionnée parmi les 10 startups qui ont rencontré en e-santé, qui ont rencontré les campagnes pour donner des idées. J'ai fait le MEDEF l'année dernière en interview. Je donne des interviews, mais mes parents, ils sont tellement fiers. Mais c'est un truc de fou. Là, on a la Normandie qui a organisé une exposition sur la santé et ils nous ont mis dedans. J'y suis allée avec mes parents. C'était mon père à chaque fois il réagit sur les interviews que je donne sur les podcasts Facebook, les lives. Il mettra son commentaire sur YouTube. Ah non, mais tu vois, il me suit sur YouTube et à chaque fois que je reviens à la maison, il me dit ah mais c'est super ce que t'as fait et quand t'as dit ça, je dis mais t'as vu ça où? Il me dit oui j'ai vu le machin. Il a pas Instagram, il a pas Facebook, le truc trop drôle, mais il suit carrément. Il me donne et en fait je me rends compte qu'en discutant avec eux et ça me remet les idées au clair parce que maintenant j'ai tendance à être dans un monde clairement quand tu rentres dans l'entrepreneuriat t'es entouré d'entrepreneurs, t'as une vie très particulière, t'es dans ton monde et tout, et au moins quand j'y vais ça me remet les pieds sur terre, je leur explique ce qu'on a fait, etc. Et en fait ils me donnent un retour très pragmatique de la vraie vie, du vrai monde, et ça c'est essentiel. Ouais, et ça m'aide carrément au quotidien. Est-ce que tu peux me citer une personne qui t'inspire aujourd'hui? Alors ça peut être une personne que tu connais ou que tu ne connais pas, ça peut être un artiste, ça peut être un entrepreneur, ça peut être un comédien ou une comédienne. C'est vraiment
est-ce qu'il y a une personne potentiellement qui t'inspire plus aujourd'hui? Alors, ça va être hyper cliché, mais ça va être Simone Veil. Ok. Nice. Parce que globalement, si cette femme a réussi à se battre, à devenir ministre de la Santé, première présidente du Parlement européen, qui a réussi à globalement défoncer l'échelle. Enfin, voilà, elle était vouée, je pense, à être femme au foyer et elle a fini à faire des lois incroyables qui ont changé la vie. Qui ont marqué l'histoire de la France, quoi. Ouais, clairement. Je me dis, mais si cette femme a réussi à pas lâcher, et ben c'est un super exemple. J'ai pas d'exemple de femmes entrepreneurs parce qu'en fait il y en a très peu dans la tech, il y en a très peu. En fait on utilise souvent les femmes à côté, c'est souvent des idées d'hommes et puis bon enfin c'est bien, allez on va mettre une femme cofondatrice et puis ça va être sympa. Mais globalement je suis plutôt je suis cette femme dans la politique, d'avoir poussé autant les lignes, d'avoir fait un peu la révolution et de s'être battue à l'hémicycle pour les lois sur l'IVG, mais c'est fou quoi. Et je me dis, si cette femme a réussi, pourquoi moi j'arriverais pas à ma petite échelle à changer un petit peu le système, à mettre un petit peu ma patte et à faire que j'arrive à mon niveau à aider des patientes. Voilà, c'est pas du tout la même échelle, mais globalement si elle a réussi en son temps alors que c'était déjà beaucoup plus compliqué, et moi ça me donne des ailes pour y arriver aussi. Et c'est super important d'avoir des rôles modèles qui nous ressemblent. Et là je vais parler un peu des podcasts entrepreneuriat où en fait 80%, 90% des invités vont être des hommes. Ouais. Et c'est vrai que c'est super important de mettre en avant autant des femmes que des hommes pour justement aussi l'audience, potentiellement une jeune femme qui va écouter des podcasts et qui va pas se reconnaître sur les invités. Ouais, c'est clair. Et c'est super important en fait. Ouais. Donc, écoute, moi j'ai toujours été, quand j'étais en prépa, je suis revenue dans mon lycée pour expliquer qu'on pouvait accéder aux prépas. Quand j'étais en école de commerce, je suis revenue dans ma prépa pour expliquer comment ça se passait en école de commerce. Et là, dès qu'on me permet, je suis marraine dans Chemin d'avenir. Et en fait, si je peux expliquer que c'est possible, certes ça va être plus compliqué, faut pas se leurrer, personne nous attend, les portes sont pas ouvertes, c'est un monde de requins, c'est un monde très fermé. Voilà, c'est souvent des riches familles qui ont déjà entrepris et c'est des dynasties entrepreneuriales. Donc se faire une place là-dedans, c'est compliqué, mais c'est tellement gratifiant à la fin. Et même si on n'y arrive pas la première boîte, ce sera peut-être la deuxième et peut-être la troisième. Mais il faut être bien entouré et croire dans ce qu'on fait. Et puis voilà, moi au moins, je passe... les années de ma vie, j'ai pas l'impression de les avoir foutues en l'air. Et voilà, si jamais, c'est un peu triste, mais tu vois, si je fais un AVC demain, franchement, j'ai rien à regretter. Je suis super épanouie dans ce que je fais au quotidien. Je suis hyper heureuse de ce que j'ai créé. Et c'est ça mon leitmotiv, quoi. C'est quoi les conseils que tu donnerais à des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat? Il faut prendre toutes les portes, refuser aucune rencontre, parce que même si ça paraît un peu chiant, au final c'est peut-être une rencontre qui va nous mettre en relation avec d'autres personnes et puis ça va faire boule de neige et à un moment on va rencontrer la personne qui va un peu transformer la chose. Donc pas hésiter à taper des portes, à pas lâcher, à mettre du poing sur la table et puis à donner ses convictions. Moi plein de fois, et puis c'est très facile quand on te dit comment tu dois faire, non, faut pas lâcher. La façon dont toi, tu as envie de faire les choses, pour moi, c'est la meilleure façon. Alors, le truc tout con, c'est les bureaux. Donc, les bureaux, tu as l'ancien monde qui considère que des bureaux, c'est fantastique et que des salariés doivent aller au bureau. Non, moi, j'ai pas envie d'aller au bureau. Je suis très bien chez moi, je suis bien installée. J'ai envie de pouvoir faire une machine à laver dans la journée. J'ai envie de pouvoir avoir mes colis Amazon. J'ai envie de pouvoir me poser le midi. J'ai pas envie de passer du temps dans les transports. J'ai pas envie, moi, en tant que chef d'entreprise, de payer des bureaux, de gérer tout l'administratif qu'il y a derrière des bureaux pour rien, d'obliger mes salariés à y aller parce qu'on paye. Voilà. C'est des trucs tout bêtes, sauf que du coup, on me le reproche tout le temps. À chaque fois, c'est oui, mais je vais venir dans vos locaux. Non, en fait, il n'y en a pas. Donc, moi, je peux venir chez vous, on peut aller dans un café, mais arrêtez avec ce truc des bureaux. Oui, mais comment tu vérifies que les gens travaillent? Ah, mais vous inquiétez pas, les gens produisent, les gens avancent. J'ai pas besoin de ficeler les gens, j'ai pas besoin de faire des réunions à 9h tous les matins pour être sûr que tout le monde soit bien réveillé. C'est d'un ridicule incroyable. Moi, franchement, ça m'aurait gavé en tant que salarié. Je vais pas imposer des choses à mes salariés parce que
le monde de l'entreprise doit être tel qu'il est. Et du coup, au final, ça fait aussi notre différence. Donc, mon conseil, c'est de ne pas lâcher, une personne qui a des valeurs, qui a des convictions et qui veut faire à sa sauce, il ne faut pas les lâcher parce qu'après, tordre le modèle, c'est hyper simple, mais garder ses convictions et son côté très droit, avancé. Moi, on m'a beaucoup reproché d'être rebelle, de rien écouter, d'en faire qu'à ma tête. Bah ouais, les gars, ok, mais au final... non, mais c'est, tu vois, à un moment, bah oui, ok, j'en fais qu'à ma tête, mais au final, c'est aussi... je pense qu'on reproche à des femmes ce qu'on reprocherait pas à des hommes. Une femme qui avance, on va dire qu'elle est carriériste, que c'est une Amazone, qu'elle s'est coupé les seins, etc., alors qu'un homme, ça paraît juste normal. C'est clair. Une femme qui tape sur le poing, c'est une hystérique. Un homme, c'est normal, c'est un chef d'entreprise respectable. Voilà. Donc, globalement, à toutes les nanas qui veulent entreprendre, il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. Des fois, on va un peu mimer, je pense, le caractère des hommes parce que autour de nous, il n'y a que des hommes. Donc, on va peut-être parler plus fort, plus vite et être un peu plus tough. Mais c'est pas grave. Et puis, peut-être qu'un jour, on arrivera à la moitié, la parité des femmes. Et puis, en plus, le truc, c'est que dans le monde des startups, si tu regardes les licornes, c'est principalement des hommes, mais parce que sociologiquement, il y a énormément de boîtes qui sont créées par des femmes, mais elles vont pas forcément être dans la tech et pas forcément dans un modèle de licorne à lever énormément de fonds. Mais si on regarde l'ensemble des boîtes, il y a plein de petites boîtes qui sont créées par des femmes, il y a plein de boutiques, d'artisanat qui sont créées par des femmes. C'est juste que c'est pas le même modèle. Une femme qui va... il y avait des études qui montraient que sur une levée de fonds, une femme va investir moins. En fait, elle va chercher exactement ce dont elle a besoin. Elle va pas faire des grandes projections, elle va être très parcimonieuse. C'est un peu la gestion de mère de famille. Et les hommes, ils vont avoir moins de difficultés à aller dans les sbroufs, à faire des plans sur la comète, à promettre des choses qu'ils ne vont pas forcément faire à la fin, à aller chercher énormément de fonds et à voir derrière ce que ça va donner. Et en fait, c'est des modèles assez ancrés. Sauf que du coup, ceux qu'on met en avant, les lumières, les gens qu'on voit à la télé, c'est ce modèle des hommes qui finalement ont presque plus aucun capital de leur société parce qu'ils ont été hyper dilués, mais qui ont des valos incroyables, qui ont des centaines ou des milliers de salariés, mais qui ne sont pas à l'équilibre. Et c'est ce modèle-là qu'on met en avant, et pas le modèle qui est un modèle pérenne, qui est l'équilibre économique, l'optimisation, la bonne intelligence. Et en fait, on est dans une démarche où on fait beaucoup d'esbroufs autour de je crame, j'ai plus de 100 millions de levées de fonds, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est que des effets d'annonce. Derrière, ça peut être des licenciements, ça peut être des fermetures de boîtes, ça peut être des rachats qui se passent super mal avec des licenciements. Humainement, en termes d'humaniste, je trouve que c'est assez dérangeant que nos rôles modèles aujourd'hui, ça soit cela, parce que du coup, nous, en tant que femmes, on ne va pas se reconnaître là-dedans, et il faut qu'on se batte pour garder nos convictions et vraiment créer la boîte qu'on a envie. Ok. Voilà. super intéressant. Et on sent que ça t'anime en fait ces sujets. Ah ouais, franchement, mais tout ce qui est inégalité, que ça soit l'inégalité d'accès aux experts médicaux, l'inégalité dans les budgets de recherche des pathologies des femmes, l'inégalité dans les financements des fonds d'investissement, parce que si tu regardes les financements, c'est aussi... Le peu de licornes qu'on a, c'est aussi à cause des fonds d'invest, quoi. Parce que eux ont pas de... Je suis pas pour les quotas, parce que forcément, ça fait passer des personnes qui sont peut-être moins méritants, etc. Mais de réfléchir différemment, de créer de nouveaux modèles, peut-être des fonds différents et puis une façon de travailler différemment, plus humaine, plus petite, plus optimisée, mais ça fait quand même des belles histoires. Et je pense qu'il y a des gens qui se crachent, qui se cassent les dents. Moi, j'en vois plein autour de moi, des femmes entrepreneurs qui n'arrivent pas à passer l'étape de la 3e année, qui n'arrivent pas à lever des fonds parce qu'on ne leur fait pas confiance, c'est jamais assez, parce que globalement, on va penser qu'elles n'ont pas les épaules. Et c'est horrible parce que c'est pas parce qu'on fait 1m80, 100 kg et qu'on a 20 ans d'expérience qu'on fera un meilleur chef d'entreprise et que la boîte sera plus successful. Donc, c'est clair. Avant de passer à la dernière partie du podcast, je rajoute à chaque fois une question personnalisée dans cette partie.
je sais que tu es une grande passionnée de voyage. Oui. C'est quoi pour toi l'importance des voyages dans ton parcours de vie en fait? Alors en fait, moi j'ai toujours travaillé pour voyager. C'est-à-dire que j'étais animatrice en MJC. Voilà, j'ai fait des colos pour les enfants, j'ai distribué des journaux comme j'ai dit tout à l'heure. Parce que du coup, il fallait que j'ai de l'argent pour voyager, parce que mes parents n'ont jamais financé mes voyages. Et globalement, eux voyageaient, mais pas à l'étranger. Et moi, j'avais envie de découvrir le monde, j'avais envie de bouger, etc. Donc, ils m'ont payé des colos comme ils ont pu quand j'étais petite. Et j'ai adoré ce goût-là du voyage. Et en fait, je crois que j'ai très rarement passé un jour de congé chez moi. Parce que du coup, c'est vraiment ce qui m'anime. Moi, j'adore... En fait, je bosse. Et après, je me dis, ah, trop bien, je vais voyager, je vais découvrir une nouvelle culture, une nouvelle façon de faire, de manger, j'ai de nouveaux horizons et tout. Et du coup, en fait, j'ai trouvé un équilibre chez Mapato de se dire, bah, moi, j'ai pas envie qu'on m'empêche de travailler ailleurs. J'ai pas envie qu'on me dise, ah bah non, tu dois être à Paris. Si globalement, je peux m'organiser pour pas l'être. En plus, le Covid, pour nous, c'est absolument génial. Enfin, c'était une révélation. Parce que du coup, personne me dit que je dois être à tel endroit. Si je dis, bah non, je suis en province alors que je suis à l'autre bout du monde, personne va me challenger. Et donc, du coup, j'ai réussi à créer une politique, si je puis dire, RH, où bah, toute personne qui a envie de voyager de l'étranger, c'est sa responsabilité. Il se débrouille au niveau du décalage horaire. Donc, pour moi, il doit continuer à travailler sur les horaires français. Il doit prendre à sa charge des déplacements, bien sûr. Mais il doit avoir une bonne connexion. Mais moi, qu'une personne soit à Paris, à Strasbourg, à Portugal, à Lisbonne, par exemple, au Maroc. Voilà. Enfin, après, s'il part plus loin, ça sera plus compliqué pour lui de se réveiller à l'heure. Et voilà, ça décale. Mais tu vois, moi, cet été, j'ai envie, je touche du bois, si les visas sont disponibles, d'aller à Bali. Et bah du coup, c'est pas grave, je vais travailler de 15h à 22h, mais bah, ça veut dire que moi, toutes mes matinées, je pourrais aller surfer, je pourrais aller faire d'autres trucs, et puis bah, je vais bosser après, mais la qualité de mon travail sera la même, mais je serai maxi épanouie parce que je vais vraiment vivre comme j'ai envie. Et en fait, tu vois, moi, je travaille en voyageant, je voyage, enfin voilà, globalement tout est mélangé, mais c'est un super équilibre où je me dis pas il faut que je pose des jours, il faut que je sois complètement off. En fait, moi je suis off quand je suis fatiguée, j'en peux plus, ou parce que je sais que j'ai envie d'aller dans un pays et j'ai pas envie d'y travailler parce que j'ai envie de découvrir plein de choses. Mais ça, c'est mon choix. Mais je peux aussi partir. Enfin, tu vois, je suis partie longtemps en Grèce l'année dernière. Et bah, du coup, voilà, j'ai pris une semaine pour faire le tour. Et puis après, je suis restée à un endroit. Je profitais de la vue mer. Je profitais d'aller à la plage le midi ou le week-end. Mais le reste du temps, bah, je travaillais. Puis je travaillais même peut-être plus. Parce que du coup, tu vas moins boire de verre. Tu fais moins de dîner. Tu fais moins de déjeuner, etc. Mais par contre, tu as un super équilibre. Et tu n'as pas ce besoin de dire ok, je trime et je dois poser des jours pour partir. Et en fait, je me voyais pas du tout moi avoir ce style de vie et imposer un style de vie à la con à mes salariés. Donc globalement, on a tous réfléchi ensemble et on a défini la politique ensemble de se dire ok, bah, toute personne qui travaille chez Mapato peut partir jusqu'à 3 mois d'affilée dans une limite de 6 mois dans l'année. À l'étranger, il faut qu'il prévienne son manager, qu'on soit tous d'accord, qu'il n'y ait pas de grands rendez-vous physiques, typiquement, je sais pas, un événement qu'on a organisé et que la personne est indispensable et soit pas là, c'est dérangeant. Mais sinon, s'il n'y a pas ça, bah, elle peut partir. Il faut avoir, nous, une bonne connexion Internet, d'avoir un bureau disponible sans être dérangé, que le travail ne soit pas impacté. Mais après, qui travaillent de leur salon ou à Paris ou à l'autre bout du monde, globalement, si nous, on ne voit pas la différence, je vois pas qui ça peut déranger, quoi. Donc, et on sait l'importance du cadre aussi pour être déjà plus heureux, ce qui est déjà une bonne base. Et puis du coup d'être plus performant dans son taf et encore plus efficient en fait. Ouais, bah, c'est globalement, on essaye d'avoir une politique qui s'adapte à chacun. Enfin, on a des personnes chez Mapato qui ont des enfants en bas âge, qui ne vont pas voyager, que ça dérange pas, mais d'autres qui n'ont pas de contraintes, qui ont envie de bouger et qui sont responsables.
Globalement, tout est une question de responsabilité et de confiance. C'est sûr que si la personne part en Australie, se connecte pas, voilà, on va avoir des soucis. C'est plus du travail, c'est des vacances. Voilà. Et globalement, si après elle travaille, elle est disponible aux réunions et qu'elle est responsable et responsabilisée dans ses tâches, il n'y a aucun problème. Moi, je m'en fiche complètement qu'elle soit à un endroit ou un autre, quoi. Ok. Et du coup, on passe à la dernière partie de cet échange. Des petites questions rapides et pas prises de tête. Enfin, du moins, je pense pas. Est-ce que tu as un livre à me conseiller? L'ami patient d'Axel Ayad. Ou C'est clair. Happy patient. Comme tu veux, tu choisis. J'ai le choix. Voilà. Si tu veux la photo, c'est le premier. Ok, nice. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller qui t'a marqué récemment? Je regarde plein. J'ai une aficionadeuse de Netflix. J'ai regardé Ridley Road, c'est la dernière. Okay. C'est sur Canal. Et en fait, c'est l'histoire d'une juive après la guerre qui va s'infiltrer dans un groupement néo-nazi pour justement donner des informations et éviter des attentats. Alors moi, j'adore tout ce qui est histoire. Voilà. Super intéressant. Okay. C'est plutôt ce style-là nice. de série. C'est quoi ta musique du moment? C'est horrible. Ça... Appelle-moi Casanova. Je sais même c'est pas. Quoi je sais pas la ref. En fait, Spotify me pousse des chansons. Okay. Et comme j'aime beaucoup le zouk, le raga et tous les musiques des îles, donc c'est Wave, je crois. Okay. Je pourrais t'envoyer. Ouais, voilà. Si certains se reconnaissent dans ma petite musicalité. Ok. Si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière. Et moi, j'ai pas envie d'acheter de boîte. J'ai pas envie de faire ça. J'ai pas du tout envie de m'emmerder à gérer pour le des fun, boîtes. Ça peut être des hôtels, tu vois. Ah ouais. Ouais, en fait... Il faut pas avoir de stratégie derrière. Hein. Ah ok. Alors oui, s'il y a une stratégie, en fait, moi, mon rêve, après avoir aidé les malades, c'est d'avoir un impact sur l'écologie. Et du coup, j'ai envie d'aller acheter des terres pour éviter la déforestation. Bon, c'est complètement utopiste, mais je me dis, si un jour je vends ma pâteau et que du coup j'ai assez de sous, j'ai envie de créer un système qui permette de récupérer les crédits carbone qui sont super mal utilisés aujourd'hui pour aller acheter des terres et permettre aux animaux de s'assurer que, typiquement les orang-outans en Malaisie ou en Indonésie, de s'assurer qu'ils ne soient pas chassés et du coup qu'on empêche les braconniers de venir et puis les entreprises de déforester. Donc du coup, si je devais racheter une boîte, je pense que ça serait WWF. Parce que c'est vraiment... voilà. Moi, je pense que je serais hyper heureuse à l'autre bout de la Terre en faisant des réserves animalières et en me battant contre les gros industriels de l'huile de palme qui déforestent de façon incroyable ou contre le soja, etc. dans le monde. Carrément. Ouais, peut-être une prochaine aventure. Exactement. Ouais. Alors, je finis ma pâteau. Déjà, il y a encore du boulot. Mais y a du taf, peut-être pour la quarantaine. Tu vois, ma pâteau, c'était ma trentaine. On verra pour la quarantaine, pour le côté Indiana Jones. Étape par étape. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée? Tu m'as pas demandé mon business model. C'est vrai. Eh bien, tu peux le présenter. Non, mais parce que du coup, on a galéré, alors j'en suis un peu fière. Ouais. Du coup, ma pâteau, il se finance par 2 principaux canaux. La première, c'est l'outil premium qui s'appelle Mapato Plus. Donc là, c'est payé par des entreprises pour leurs salariés, par des banques pour leurs clients, des mutuelles. Donc c'est intégré à la cotisation de la complémentaire santé. Et en fait, ça permet d'accéder à autant de pathologies qu'ils le souhaitent, autant de recherches qu'ils le souhaitent, et un outil qui permet de créer son cercle de soins en 2 clics. C'est-à-dire que tu vas déménager partout et là, on va te dire, pour ta pathologie, il faut que tu sois suivi par tel soignant, tel soignant, tel soignant et on va te le créer. Donc ça, c'est Mapato Plus. La vocation de Mapato, c'est vraiment de se financer vraiment là-dessus parce que c'est un modèle qui roule bien et puis qui permet à plein de personnes d'avoir accès à Mapato. C'est comme ça aussi qu'on se fait connaître via nos clients. Donc ça. Et le deuxième business model qu'on a, c'est qu'on crée des contenus. Donc on crée des contenus sur Mapato, donc ça peut être des vidéos, c'est des articles, ça peut être plein de choses. Et donc soit on crée des contenus pour d'autres,
donc d'autres sites internet qui ont besoin de contenu. Et dans ces cas-là, ça nous sert aussi pour Mapato. Donc, on peut avoir des commandes de sites internet, je ne sais pas, qui veulent qu'on crée du contenu sur la dépression. Et donc, on va créer du contenu sur la dépression. On va leur donner ce contenu-là. Donc, ils vont nous l'acheter. Et ces contenus, on va aussi pouvoir les réutiliser sur Mapato. Donc ça, c'est top parce que du coup, ça permet à plus de patients d'avoir des informations sur d'autres sites. Donc ça veut dire que nous, notre mission de l'égalité d'accès aux informations, elle va au-delà de Mapato. Et ça permet aussi aux utilisateurs de Mapato de trouver toujours plus de contenu. Donc c'est un modèle qu'on a eu du mal à trouver, mais qui nous convient parfaitement parce que ça nous permet d'avoir cette mission de vulgarisation de contenu pour les patients au-delà de Mapato, mais aussi sur Mapato. Et c'est quelque chose qui financièrement est hyper intéressant parce que comme personne parle le langage patient, nous, c'est vraiment, vraiment une valeur qu'on a, une compétence qu'on a en interne, qu'on valorise et qui nous permet de financer nos développements informatiques, qui nous permet de... La maintenance de l'outil est payée par cette activité un peu de régie contenu patient. Et ce qui est cool, c'est que ça s'intègre parfaitement et naturellement pour l'utilisateur final, en fait. Ouais, c'est ça. C'est que globalement, en fait, moi, j'ai eu des prospects qui me venaient à moi en disant est-ce qu'on peut faire payer l'utilisateur ? Mais jamais, quoi. Donc, je leur dis non, on va pas travailler ensemble si votre objectif, c'est de prendre un Mapato Plus et de faire payer. Nous, tous les contenus qu'on fait, ils sont en accès libre. Tous les Mapato Plus, c'est payé par l'entreprise. Et nous, vraiment, notre vocation, c'est que ça soit gratuit pour le patient à la fin et qu'il ait du contenu intéressant. Et globalement, nous, on fait typiquement... là, on travaille avec qui on veut sur les Mapato Plus. Moi, ça ne me dérange pas du tout s'il y a quelqu'un qui vient et qui veut tordre le modèle ou en tout cas qui a des mauvaises volontés derrière, on ne travaille pas avec lui, c'est pas grave. Et sur le contenu, c'est vraiment nous qui avons la main sur les contenus qu'on écrit. Et tous les contenus qui sont écrits par nos équipes, ils nous conviennent, ça répond à un vrai besoin, c'est pas du bullshit et c'est vraiment, tout le monde peut le lire et comprendre ce qu'on a envie de dire derrière. Ok, super clair. Avant-dernière question, as-tu des entrepreneurs à me conseiller pour de prochains épisodes ? Ouais, y a Thomas Venturini qui a créé Liberkeys, qui a créé justement des agences qui se battent contre les frais d'agence exponentiels où tu sais pas trop... ce que ça va donner, qui a un super modèle derrière avec des briques techno et qui transforme un peu le monde des agences immobiliers, qui le dynamise. Donc, franchement, je l'adore en tant qu'entrepreneur. Et je te conseille Maud qui a créé Greengot, qui est la première néobanque verte éthique. Et du coup, j'adore leur contenu, c'est hyper accessible, très jeune, et puis leur mindset derrière est top, donc ce serait top que tu puisses l'avoir en podcast. Merci pour les recos. Dernière question, c'est quoi pour toi un entrepreneur ? Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision du monde et qui a envie de la mettre en œuvre, qui a envie d'aider les autres et qui adore régler des problèmes. Après c'est peut-être des entrepreneurs à impact, mais pour moi des personnes qui créent des entreprises uniquement pour faire de l'argent, c'est des financiers, c'est pas des entrepreneurs. Pour moi, pour vraiment avoir la fibre entrepreneuriale, c'est j'identifie un problème, que ce soit un problème, une difficulté que moi je rencontre ou que j'identifie dans la société et j'ai envie de résoudre ce problème pour faciliter la vie des autres et faire que le monde de demain soit meilleur, plus juste ou plus facile à vivre que le monde d'hier. Voilà. Parfait. Notre échange arrive à sa fin. Je te remercie beaucoup pour cette discussion. J'ai beaucoup apprécié. Merci à toi. Bravo pour ton parcours, ta résilience et ta détermination. Merci François. Je suis très impressionné par le projet aussi et je vous souhaite plein de bonheur, plein de réussite pour la suite du projet. Merci beaucoup François. Ciao. Ciao.